Il y a un peu trop de formalisme, je pense, sur les événements en ligne, où les gens ont tendance en fait à vouloir faire quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire en physique, où c'est très grandiloquent, t'as une conférence, t'as un truc, alors t'es derrière un bureau en fait, tu vois, t'es derrière ton ordi, t'es probablement chez toi parce que le Covid ou dans ta boîte, juste c'est pas la même chose. Et ce qui veut me faire dire qu'en fait, être spontané, tu vois, la conversation qu'on a là, les vrais bons événements, c'est quand t'as des conversations comme ça en fait. Quand c'est quelque chose qui est univoque, c'est là où ça devient chiant. On est donc, je disais, en juin 2021, vous êtes 123. Est-ce que tu te souviens combien vous étiez en février 2020, avant les confinements ? On était 30. Donc en fait, la moitié des gens, tu les connais pas, quoi. Tu les as jamais vus. Ouais, c'était une année marrante, quoi. En fait, je me suis rendu compte à cette heure que les gens, évidemment, savaient qu'on se voyait, sauf que personne ne savait ce qu'on se disait. Et tout le monde avait l'impression que c'était une espèce de messe basse où en fait, ils se tramaient les trucs, un peu comme les couloirs de l'Élysée. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. C'est la vie. Alors, je t'ai pas demandé si t'étais prêt à partir, Gilles, mais moi, je suis prêt à partir, on y va. On est parti déjà. Donc voilà, je te parlais de ces perceuses qu'on cessait normalement. Tout va bien. Tu es en confiance chez Cosa Vostra. Arrivé en métro, en courant, il faisait chaud. En courant, il faisait chaud. Gilles Berthaud de Live. Gilles Berthaud, parce que c'est pas Gilles Berthaud d'ailleurs. Excuse-moi, mes parents ont beaucoup de sens de l'humour. Que t'étais portugais, mais non. J'avais pas fait. Évidemment, on te l'a fait 1 million de fois. Je suis désolé. Il y a même encore un fun fact encore plus ironique que ça, mais si tu veux, je t'en parlerai après. Oh, vas-y, allons sur le fun fact directement. Après, on va dire qui tu es, pourquoi, comment. Et j'ai vécu 6 ans au Brésil en étant gamin. Et du coup, forcément, Gilberto Gilles, j'y ai eu le droit pendant 6 ans. Voilà. Donc c'est même pas une petite blague, on n'est pas 12 à te l'avoir fait, c'est vraiment l'histoire de ta vie. Exact. Donc je mets les 2 pieds dans le plat, le gros relou de service. Alors, nous sommes avec Gilberto. Tudo bom. Tu parles portugais du coup ou pas? Falo português, sim. Un pouquinho, sim. Eu falo também. Non, je parle pas du tout. Gilberto de Livestorm, je suis ravi de te recevoir. Bon, on m'a dit, alors j'ai reçu une liste d'une auditrice de tous les trucs que je dis à chaque épisode. Donc, je dis à chaque épisode, je suis ravi de te recevoir. Ça fait longtemps que voilà, donc j'ai plus le droit, tu vois. Ouais, c'est ça. Elle a fait un bingo, exactement. Et c'est exactement ça. Il y a un bingo. Et donc dedans, j'ai grandi à Cherbourg, mes parents vivent en Corse, j'ai bossé chez Darty quand j'étais étudiant. Bon, donc du coup, je vais plus rien dire. Donc voilà. Salut Gilles, je te laisse. Salut. À toi. Présente-toi déjà. On va commencer par là. On va faire simple. Ok, écoute, je m'appelle Gilles, donc Gilberto, cofondateur, CEO de Livestorm, et voilà, quoi, c'est ma première boîte. Livestorm vient de fêter sa 5e bougie le 16 mai, et j'ai 3 associés, et qu'est-ce que je peux dire de plus ? J'ai déménagé de Paris, j'habite à Barcelone, et voilà, et ça se passe très bien, donc on est ravis. Vous êtes quelques-uns à Barcelone, en fait. Récemment, figure-toi qu'en 2 ou 3 mois, tu es au moins, je dirais, le 3e Barcelonais. Il y a beaucoup de Français à Barcelone. Mais même dans notre équipe, il y a énormément de gens maintenant. Barcelone, énormément, j'exagère, il y a peut-être 5 personnes, mais ça commence à grossir. Il y a un petit écosystème français qui est en train de se créer. Ouais. Il y a Jonathan Benamou, que tu connais ? De nom, mais oui. Martin Ohanessian, du Petit Ballon. Ah oui, c'est vrai ? Ok. Que tu devrais rencontrer, parce que c'est un bon plan de connaître quelqu'un qui vend du vin. Toujours. Français, surtout en Espagne, parce que le vin français est quand même meilleur que le vin espagnol, faut le dire. Pourquoi Barcelone, d'ailleurs ? Si tu veux, c'est Paris avec la plage, quoi. Enfin, c'est un peu ça, moi, c'est un peu l'effet que ça m'a fait, tu vois. T'as les restos, tu sors, t'as des cafés, t'as une vie culturelle, t'as beaucoup de gens, t'as le soleil, t'as la plage, enfin, que demander de plus, quoi. Et puis surtout, je pense qu'après l'année bien pourrie qu'on a vécue, je pense qu'on avait tous besoin un petit peu de prendre un peu le soleil. Là, on est vraiment déprivilégiés parce qu'on a une boîte qui est remote, on a 123 personnes en télétravail, et du coup, c'était le bon moment, quoi. C'était le bon moment, ça changeait pas grand chose pour moi, ça change pour personne, en fait. Et que je reviens à Paris en littéralement 1 heure d'avion, donc c'est cool.
Et alors, du coup, faut parler catalan ou tu parles espagnol, ça suffit? Ouais, je sais de parler espagnol, c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire du portugnol, parce que vraiment, l'espagnol-portugais, ça se mélange, quoi. C'est vrai, espagnol, portugais, français. Ok, tu y es depuis quand, Barcelone? Bah écoute, c'est tout frais, depuis début mai. Ok, donc on est début juin, donc ça fait 6 semaines. Exact. Ok. Ouais. Donc t'as pas encore le recul, là t'es encore dans la découverte, l'émerveillement. C'est ça, les premiers amours, quoi. Ok. Ouais. Très bien. T'as la vue sur la mer ou pas? Non, pas encore. J'ai une vue sur un balcon avec un Airbnb et des gens qui passent à poil toute la journée. Ok. C'est pas un peu moins glamour, mais ça va, la plage est pas très loin. Et c'est nettement moins cher aussi, Barcelone, non? Et bah écoute, c'est intéressant parce qu'en fait, la vie en elle-même, tu prends genre la bouffe, les restos, machin, c'est bien moins cher. L'immobilier, ça commence à prendre, quoi. On n'est pas très très loin de Paris, très honnêtement. Ah ouais, déjà. Ok. Ah bah ouais, avec tous les pimpins comme toi qui débarquent. Hein, Bah ouais. fois, Non, mais tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Bordeaux. Ouais, il suffit qu'il y ait des Parisiens qui se déplacent et c'est fini. C'est Quoi. ça. On les aime pas, les Parisiens. Ah non. Ok, donc Livestorm. Alors, figure-toi que très souvent, je reçois des invités et je leur fais l'éloge de leurs produits, etc., etc. Alors, il se dit, putain, qu'est-ce qu'il va me faire ce gros con là? Non, je ne suis pas client Livestorm. Alors, il se trouve par la force des choses, etc., mais je vais le devenir. Hein, oui. mais je vais t'expliquer probablement pourquoi. Aussi. Et du coup, j'ai un peu fait mes recherches, etc., voir si vous étiez crédible, si voilà. Espérer. Et écoute, bah non, il y a que des bonnes étoiles. Alors je me suis dit, on va s'emmerder dans cet épisode parce que bon, même sur c'est quoi, Glassdoor, c'est ça les notations. Vous êtes, semble-t-il, un bon employeur, une bonne tech, des gens sympas. Ça cache un truc, forcément. Il y a un truc louche. Il y a un truc louche. Ah ouais, t'inquiète, j'ai du T'étais un peu en retard quand même. Ça, oui, voilà. Tu vois, il y a un truc imparfait, mais bon. Alors pourquoi Alors déjà, pour moi, Livestorm, quand on cherche Livestorm sur Google, la première association qu'on voit à côté, c'est Zoom. Et pour moi, alors Zoom est devenu, et peut-être que j'ai un peu confondu tout ça, mais pour moi, vous étiez vraiment, c'est peut-être, mais un outil de conférence. C'est un peu con ce que je vais dire, mais pas de conférence au sens one to many, ou tu sais, d'organisation de conférences en ligne, ce que fait Zoom aussi d'ailleurs, ce que tout le monde fait un peu, mais moi vous étiez vraiment plus une sorte de web conf, tu vois, pas de conf call entre guillemets. Alors je sais pas si c'est très clair. Non, c'est très clair et c'est très très vrai. D'accord. Et donc du coup, moi jusqu'à ce qu'on tourne ensemble, je me disais pas, tiens, je peux utiliser Livestorm avec mon équipe comme cet outil de travail en remote. Bien sûr, si. Mais c'est vachement intéressant parce qu'en fait, tu as vraiment saisi un truc qu'on a nous-mêmes saisi finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que le positionnement de la boîte a évolué graduellement en fonction de ses clients et comment est l'usage de nos clients. Donc c'est intéressant. Et là, depuis, on va dire, 5-6 mois, on tient un positionnement et vraiment une narrative qui est maintenant assez claire, mais qui du coup répond exactement à ça. Si tu veux, alors je te refais le pitch du positionnement, mais en gros, si je dois faire une espèce de paysage du marché aujourd'hui, tu as effectivement ce que tu appelles toi le conf call, ce que moi on appelle en termes de la daily collaboration. Le quoi, pardon? La daily collaboration en bon français. Et collaboration quotidienne. Ouais, voilà. Quand tu es notamment 123 personnes en remote comme chez vous, donc à distance. Voilà, et donc du coup, où en fait l'intérêt finalement c'est d'avoir des événements qui sont très très fréquents parce que tu vas parler fréquemment aux personnes, c'est pas quelque chose de très complexe, tout ce que tu as envie de faire c'est ouvrir vraiment un tuyau vidéo pour parler aux gens quoi. Et c'est à peu près tout en fait, c'est la seule niveau de complexité. Et ça tu le fais avec Teams, tu le fais avec Zoom, tu le fais avec Webex, tu le fais avec Google Meet, Appirin, enfin peu importe, il y a une chier d'outils pour faire ça quoi. Et à l'inverse, si tu prends des événements qui sont très très complexes et très peu fréquents, tu vois, je prends genre le salon du livre en ligne qui va être géré sur Swapcard, Opin, machin, ça c'est vraiment leur territoire. C'est vraiment des événements où tu essaies de faire un miroir de l'événement physique, tu vois, avec des salles de networking, des confs, des machins. Et en fait, généralement ne marche pas quand même. Non. Les mecs, j'en sais rien. Il a dit non. Il l'a pas dit. Je suis mitigé parce que les mecs sont valorisés 5 milliards. Alors oui, effectivement, il y a peut-être un peu de hype autour de ça, mais je me dis que ça a marché, tu vois. Je me dis que ça a marché, mais il y a peut-être un petit peu de hype. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais en fait, ce que tu te rends compte, c'est qu'au milieu, il y a quand même un large, gros pool en fait, d'événements qui sont, comme tu dis, des événements qui sont formels, qui peuvent être internes ou externes d'ailleurs. Hein. Le formalisme, c'est ça. Tu peux faire un board meeting comme tu peux faire un webinar client, j'en sais rien. Et donc, tu as vraiment un gros pool d'événements qui sont
relativement complexe et relativement fréquent, tu vois. Et donc, ça veut dire que tu as des démo webinars, ça veut dire que tu as des board meetings, ça veut dire que tu as un meeting que tu fais avec toute ton équipe entre tous tes bureaux ici à Cosa Vostra avec 150 personnes tous les lundis, et boum, et tu te présentes, tu dis, OK, cette semaine, on fait ça, ça, ça. Et ça demande de l'organisation, ça demande de la préparation. Fais ça, tu peux faire ça sur Zoom, mais tu vas te retrouver avec 150 petites cases sur ton truc, c'est peut-être un peu moins fait pour ça. Je fais ça sur Zoom, mais alors, donc, du coup, qu'est-ce que j'aurais de mieux chez toi, en fait? Et bah, je fais du pitch produit, après on va passer à des vrais trucs sympas, mais non. Mais non, mais tu vois, et en fait, nous, c'est vraiment ça qu'on se positionne. C'est vraiment sur ce genre de préparation. Et en fait, ce que ça sous-entend, c'est qu'en fait, et c'est ça qui est très contre-intuitif pour un outil comme le nôtre, c'est que la vidéo, en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est pas le sujet, parce que ça coûte pas cher à produire de la vidéo. La technologie vidéo, c'est plus un avantage compétitif. Les gens, ils viennent chez nous aujourd'hui parce qu'en fait, en littéralement 8 minutes, moins de 10 minutes, parce que c'est une vraie data, tu peux vraiment faire ton événement, quel qu'il soit, de la promotion jusqu'à la post-activation des mecs qui ont participé, avec les landing pages, les emails, toute la logistique. C'est-à-dire que Jean-Michel, compta, RH, marketing, sales, peut faire un événement sans être technique, parce qu'il a tout de A à Z. Tu vois. Donc déjà, il y a ça, cette valeur ajoutée, le fait que c'est dans le navigateur, que du coup, tu vas avoir plus de participation parce que tu enlèves cette friction-là. Et le troisième truc, c'est qu'on va vraiment se focaliser sur cette notion d'engagement et dire, bah, en fait, c'est sympa le partage d'écran et la webcam, mais en vrai, si tu pouvais avoir ton Figma, si tu pouvais avoir ton Miro, si tu pouvais faire des interactions un peu plus nourries avec tes participants, tu pourrais faire des événements de ouf, tu vois. Et c'est vraiment cette direction-là qu'on a pris avec Livestorm, de se dire, en fait, la vidéo, on s'en fout. On va construire autour de la vidéo. Et c'est vraiment ça, en fait, la deuxième vague, entre guillemets, quoi. Et pour autant, tu vois, on s'en fout de la vidéo, mais tout le monde ne la maîtrise pas si bien que ça. Ce que je comprends pas, tu vois, typiquement, c'est pourquoi Slack n'a pas explosé sur la vidéo. Enfin, tu vois, notamment, je prends nous, on est tous sur Slack, ça a explosé ces dernières années. Et en fait, tu dis pourquoi il faut Zoom ou Livestorm en plus, alors que je pourrais dire, propose à tout le monde, il y a Je pense que fondamentalement, c'est que ça reste un métier, c'est-à-dire que après, il y a la legacy aussi. Quand Slack se lance, quand la vidéo, ça reste quelque chose qui coûte cher. Aujourd'hui, tu vois, nous, on peut passer par des vendors, machin, tu peux passer par Twilio, par Vonage, tu peux passer par... Attends, tu vas trop loin. En fait, ce que je veux dire, quand tu me dis que ça coûte cher, c'est que c'est beaucoup de bandes passantes, c'est ça? De ressources. De ressources techniques, on va dire. Initialement, ça coûtait cher. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est des ressources que tu n'as pas toi-même. Ça, tu utilises des services tiers. Bien sûr. Twilio. Bien sûr. D'accord. Pourquoi se faire chier à refaire le truc alors que t'as des mecs dont c'est vraiment le métier, qui le font très bien, qui le font moins cher et parfois certains le font même gratos parce que tu as des frameworks open source qui existent. Il y a vraiment la techno open source qu'on utilise, c'est le WebRTC, elle est dispo, tout le monde peut l'utiliser. Donc en fait, ça n'a pas d'intérêt de faire sa propre vidéo. Et tu vois, je vais te prendre un exemple très con. On travaille dans le marketing, j'ai un passé de marketeur, tu connais le marketing très bien aussi. Tu prends HubSpot. Les mecs n'ont pas réinventé les landing pages, ils n'ont pas inventé le SEO. HubSpot, c'est un logiciel de CRM. Ouais, marketing automation, CRM, tu vois. Ouais. Et les gars n'ont pas réinventé ça. Ils ont juste créé une plateforme, ils ont attaché tous ces trucs-là en même temps, et puis boum, ça crée un écosystème ultra cohérent sur lequel tes équipes commerciales, support client, marketing peuvent travailler et avoir tout au même endroit, et de façon ultra simple. Et en fait, la vidéo, c'est ça, quoi. C'est censé être ça. Tu vois, ça fait 30 ans qu'on fait de la putain de vidéo en ligne. Et en fait, ça fait 30 ans que toi, tu es obligé de t'adapter à l'outil que tu utilises pour faire de la vidéo, alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse. Tu vois, ça devrait être l'outil qui te dit « Ok, tu as envie de faire tel contenu, aucun problème. » Et l'offre que là, c'est toi qui es contraint par l'outil pour faire le contenu que tu veux. Et je suis sûr que là, tu parles à peu près à tout le monde en disant ça, parce que c'est vrai que c'est... Et c'est très propre au B2B. Tu vois, tu prends le B2C. J'imagine que vous utilisez Instagram Live pour vos contenus ici. Instagram Live, tu te poses pas la question. Tu vois, tu vas sur Instagram Live, tu te poses pas la question de comment ça marche, est-ce que ça va marcher. En fait, tu t'en fous. Tu dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter pendant mon Instagram Live. Et en B2C, c'est très simple, c'est très vrai. En B2B, ça fait 30 ans que c'est pas vrai. Ça fait 30 ans que c'est galère. Ouais. Et j'ai participé à une conf pour un client la semaine dernière avec toutes ses équipes, etc. Et c'est clair qu'il a fallu faire intervenir, rien que pour me loguer moi en tant qu'intervenant. Et pas que moi, parce que j'étais sur Mac, parce que j'étais externe, parce que je sais pas quoi, il a fallu faire intervenir l'IT, et tu finis sur un truc, tu te dis mais les gars, ça n'a aucun sens. Elle est sur Livestorm, donc c'est ce qu'il va falloir que je leur dise. Exactement. Et là, ils vont te dire, comme ils ont des contrats avec d'autres, ils veulent pas y aller, c'est ça? Probablement, mais bon, tu sais, ça c'est les politiques internes. Mais franchement,
Oui, alors, et je dis pas, franchement, tu vois, je suis pas là pour vendre ma sauce. Et en vrai, enfin, je vais pas dire qu'on est parfait à tous les étages. La boîte, elle a quand même 5 ans. Ça fait 1 an, littéralement, qu'on est en train de scaler. Il y a encore plein de choses à faire. On a une roadmap qui a encore, il y a 36 mois devant nous à des trucs à faire encore. Mais putain, dans 3-4 ans, ça va être un truc de ouf. Et c'est vraiment, mais il faut vraiment qu'on prenne cette philosophie à bras le corps, quoi. Ouais, sachant que même parmi les très gros dans l'univers, je trouve qu'il y en a tellement qui sont imparfaits. Je dois dire que Zoom a un côté, notamment dans le confinement, même comparé à ce que font les GAFA en face, eu un truc qui était assez impressionnant, qui a toujours été la gestion des flux, enfin, par rapport à ta qualité de connexion. Oui, bien sûr. J'ai toujours trouvé que c'était, tu vois, nickel, quoi. Et nous, on a opté pour Zoom là-dessus parce que, en fait, c'est alors pour avoir travaillé avec sur du dev de vidéo, de flux vidéo, etc. Pas moi en tant que dev, mais avec des devs qui faisaient ça. Je sais que c'est hyper technique parce que si toi t'es en 4G, que t'as un flux qui part, comment tu priorises C'est un métier où il y a tellement de paramètres à prendre en ligne de compte parce que t'as la connexion, t'as l'ordinateur, t'as la personne derrière l'ordinateur, t'as les apps qui ont sur l'ordinateur. Enfin bref, il y a tout un tas de paramètres. Et je suis d'accord. Tu vois, enfin, franchement, très honnêtement, hein, c'est des concurrents directs, mais moi je suis juste admiratif de Technozoom. C'est parce qu'il y a des algorithmes de compression sur l'audio qui fait que t'as une 3G de merde, bah, tu vas effectivement pouvoir streamer correctement. Et c'est vraiment, et sur leur bread and butter, quoi, c'est vraiment ce qu'ils vendent, c'est ça qu'ils vendent, et finalement pas trop ce qu'il y a autour. Et donc, quand nous on vend Livestorm, on n'est pas là pour dire on va remplacer Zoom. C'est une connerie d'aller dire ça, parce que c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop dur, entre guillemets, tu vois. Et c'est plutôt dire, bah, très bien, vous avez Zoom en interne. Gardez Zoom en interne pour des use cases, type ce qu'on disait, daily collaboration, mais dès que vous avez un truc un peu plus formalisé, vous avez besoin d'avoir du contrôle, besoin d'avoir de la structure. C'est nous, on va intervenir là, quoi. Tu vois. Mais j'ai fait, hein, pour le coup, je suis pas client, mais j'ai fait un event sur Livestorm il y a quelques mois et qui a été un gros succès, cet event. Alors, vous n'étiez entre guillemets que l'outil, mais je pense que l'outil, quand l'outil est plutôt bien foutu, ça facilite le succès de l'event, quoi. Si tu dis pas à tout le monde, faut que tu télécharges ce truc, que tu te connectes à telle heure, que tu fasses telle et telle chose. Et bon, c'est ce que je dis souvent, nous on est 20-30% du succès des événements, on est là pour faire de l'enablement, mais après à la fin de la journée, t'as raison, c'est le contenu qui compte, quoi. Mais c'est pas mal, 20-30% déjà. Bon, on va refaire un peu l'histoire, etc. Moi, j'ai vu en effet que toi, tu es un bébé éthique. J'ai quelques stagiaires et employés de l'éthique brillants, brillantissime. Je connais et j'embrasse personnellement Frédéric Sitterley, que tu dois peut-être pas connaître parce que c'est le nouveau patron de l'éthique. Mais, si, bien sûr, on a échangé. Et voilà, je lui ai même vachement piqué une de ses fidèles collaboratrices dont... Enfin, je lui en avais parlé en amont, hein, donc qu'il a formé avec Maestria, et voilà. Éthique, pardon, HETIC étant une école digitale. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est large, hein. Il y a des web, il y a des design, dev, c'est très large. Hein. Ouais, et puis même maintenant il y a de la 3D, c'est vachement diversifié. Moi, je viens d'une génération presque old school maintenant. Je suis sorti de l'école en 2015 avec mes associés, et pour le coup c'était vraiment très très web. Donc vous avez du design, de la tech forcément, du marketing digital et de la gestion de projet, quoi. Aujourd'hui c'est même encore plus, t'as des métiers de la data, t'as des métiers de la 3D, ça c'est vachement diversifié, donc ils ont tout un tas d'antennes. Bon voilà, c'est encore un autre paradigme, quoi, mais voilà, je voudrais évidemment revenir parce que tu vois, tu dis 2015, donc création de Livestorm en 2016. J'ai pas en intro, j'ai été un peu vache, mais comme on me chope à chaque fois que je leur dis la même chose, du coup, je me suis dit que j'allais devenir vache, tu vois. Dommage pour toi. Et c'est vrai qu'il y a quand même une grosse hype, je trouve, aussi autour de Livestorm, en tout cas depuis un an. Ce sur quoi je voudrais aussi revenir, évidemment, c'est donc comment vous créez ça, l'espèce d'explosion qui a forcément eu lieu grâce au Covid, en fait, hein, aussi. Pour vous, ça a été une aubaine. Alors après, des manières de le voir, hein, mais je veux dire, en tout cas, en termes j'imagine, de chiffre d'affaires, de nécessité, d'outils nécessaires pour tout le monde, voilà. J'aimerais comprendre comment vous avez créé tout ça. Est-ce que vous travaillez, avant tout ça, sur comment faire un bon événement ?
Ou comment faire Est-ce que c'est des choses, des bonnes animations? Parce que pour moi, on utilisait déjà ces outils avant, puisque ce Weekly dont tu parles tout à l'heure, nous, on a déjà des bureaux dans au moins 4-5 endroits, 3 pays, etc., qu'on les utilisait tous les lundis matins, comme tu dis. Mais est-ce que ce soit sur des weekly ou sur des événements en ligne, etc., est-ce que tu as des conseils à me donner? Est-ce que vous avez travaillé le fond? Ouais, bien sûr. Nous, on considère qu'en fait, notre job, c'est de te permettre de faire des bons événements à tous les. Donc, il y a une partie technique. Donc ça, c'est vraiment le produit. Et à nous, en tant que marketeur, c'est à nous de dire, OK, on peut te donner des pistes, des guides pour faire en sorte que cet événement se passe bien, que tu aies un maximum de succès. Parce qu'en fait, c'est du win-win. Plus si tu as du succès, plus tu vas rester, plus tu vas faire d'événements, etc. Donc tout ça est un cercle vertueux. Moi, je pense qu'il a le premier truc que je dis souvent, c'est qu'il y a un peu trop de formalisme, je pense, sur les événements en ligne, où les gens ont tendance en fait à vouloir faire quelque chose qui est absolument, qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire en physique, où c'est très grandiloquent. T'as une conférence, t'as un truc, alors t'as chance de dire, t'es derrière un bureau en fait, tu vois, t'es derrière ton ordi, t'es probablement chez toi parce que le Covid ou dans ta boîte, juste c'est pas la même chose. Et ce qui veut me faire dire qu'en fait, être spontané, tu vois, la conversation qu'on a là, les vrais bons événements, c'est quand tu as des conversations comme ça, en fait. Quand c'est quelque chose qui est univoque, c'est là où ça devient chiant. C'est là où les gens se barrent. Ouais, te prends pas pour un autre et te mets pas dans une Exactement. position... Ouais. Juste, sois spontané. Tu as le droit de buter sur un mot. Tu as le droit de rebondir sur une question et de digresser complètement. Et c'est ça qui rend l'événement naturel et c'est pour ça que les gens kiffent, en fait. Tu vois. Et ça fait, je sais pas, 10 ans qu'on dit que le webinaire, c'est chiant si on prend le cas d'usage du webinaire. Mais parce que c'est chiant, pourquoi? Mais parce que c'est univoque, parce que t'as un mec qui passe des slides, quoi. Depuis tout à l'heure, je l'évite parce que même ce terme est chiant, en fait. Mais le webinaire, c'est terrible. Mais moi, c'est ma bataille sémantique de tous les jours, tu vois. C'est de dire, mais en fait, tu peux faire quelque chose de pas chiant, tu vois. Bon, après, on s'émancipe de ces termes-là pour sortir sur des questions de positionnement. On parle d'événements en général, mais putain, on peut faire des trucs cool, tu vois. Tu vois, moi, les premiers événements qui en réalité étaient des webinaires, mais les premiers événements qu'on a fait, c'était ça, quoi. C'était du podcast. J'avais invité les mecs de Mode Koudou, j'avais invité, des boîtes SaaS qu'on aimait bien, et on a fait des podcasts vidéo, et c'était cool, tu vois, les gens venaient, et ce qui était super marrant, c'est que t'avais souvent, en plus, les mêmes gens qui revenaient, on avait appelé ça SaaScast, et d'ailleurs, on va le ressusciter bientôt, et c'était assez marrant, quoi. T'aurais pu l'appeler Clubhouse, sinon. Oh, putain, j'avoue. Écoute, si demain on a la même hype, je suis heureux. Enfin, sauf le drop. Là, ouais, parce que Clubhouse est monté très fort, en effet. Et puis personne. Ouais. Ok, donc être spontané. Ouais, ça c'est vraiment le premier truc. Le deuxième truc, c'est moi, je suis un grand fan de faire de la promotion, ce que j'appelle la promotion passive. C'est dire, en gros, tu dois avoir des mécaniques de promotion de ton événement qui sont evergreen. Ça veut dire evergreen, ça voudrait dire qu'ils sont toujours là. C'est-à-dire que c'est ici, vous n'avez pas besoin en fait de devoir l'actualiser en permanence ou de faire des choses manuelles. Tu vois, on va avoir par exemple des widgets de promotion sur Livestorm que tu peux mettre sur ton site web ou sur ta page de support ou j'en sais rien, ton intranet. Et du coup, les gens peuvent voir en permanence quels sont les événements à venir, s'inscrire. Donc ça crée un trafic continu. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a un endroit événement quelque part chez toi. Voilà. Et donc, je vais prendre un exemple en faisant de la promo au passage. Mais typiquement, j'utilise donc Mailchimp. Bon, il y a Mailjet, je suis pas sponsorisé par Mailchimp, hein, donc voilà, il y en a plein d'autres. Les Français, Mailjet, il y en a plein d'autres. Bon, j'ai une landing page qui est pour proposer à mes auditeurs de s'inscrire sur la newsletter. Ouais. En gros, je l'ai créée sur Mailchimp, mais elle est disponible un peu partout. Et en fait, l'adresse est gdiy, comme générationduturself.fr/mail. Et là-dessus, tu arrives, mais c'est ce genre de choses que vous faites. Exactement. Avec ma page événement, mais qui est gérée par Livestorm. Exactement, et tu as la page événement, tu peux même prendre juste le formulaire d'inscription, le mettre un peu où tu veux. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment ces mécaniques de promotion où en fait, c'est passif. Et ça veut dire aussi, alors sans parler forcément de ça, tu peux avoir aussi simplement mettre le lien dans votre signature, dans les emails automatiques qui partent de chez vous, les newsletters systématiquement. Tout ça, en fait, c'est du trafic continu qui va grossir et qui va remplir vos événements tout le temps, quoi. Et ça marche plutôt bien. Nous, typiquement, tu vois, ça fait 5 ans que la boîte existe, ça fait 5 ans que tous les jeudis que Dieu fait, à 5 heures de l'après-midi, on fait notre webinaire de démo, de présentation des produits. Pas une seule fois, on a fait une promotion manuelle. Pas une seule fois.
C'est-à-dire que en fait, tu repousses pas, tout le monde sait, c'est mis partout Et voilà, et les gens viennent. Et finalement, c'est même, tu vois, même dans la philosophie, c'est pas con parce que je trouve ça presque plus agréable. C'est-à-dire que les gens qui viennent, viennent parce qu'ils ont envie de venir, pas parce que tu leur as mis un pied dans la porte, quoi. Tu pourrais me recommander de dire pour Cosa Vostra, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois, je fais une sorte de présentation. Enfin, mec, un truc qui serait trop cool, c'est, tu vois, t'as une espèce de fireside chat avec toi, c'est le truc au coin du feu, où t'as des mecs qui se connectent, il y a aucun agenda, c'est juste des gens qui se connectent et qui te parlent. Et qui disent, ok, on va échanger sur un sujet, est-ce que vous avez des questions, ou simplement tu donnes peut-être juste un sujet, tu vois, et je dis ok, je vais prendre des questions, je vais prendre vos réactions, tu fais monter des gens sur scène, une espèce un peu comme une radio libre, tu vois. Mais j'adore la radio libre, moi. Tu me dis, c'est le mot, tu me dis radio libre, là tout de suite j'ai un truc qui s'éveille. Et ça serait énorme. Ouais. Mais après, tu as des dynamiques, des problématiques, entre guillemets, de diffusion là-dessus. Typiquement, moi, la première lumière qui s'allume quand tu me dis ça, c'est que je me dis, ouais, mais alors, faudrait que ce soit aussi dispo sur Twitch, sur LinkedIn Live, sur YouTube en live, etc. Oui, non? Alors, c'est vrai. C'est un très bon point. Alors, c'est vrai que toi, en plus, t'as une communauté qui est peut-être pas, enfin, tu vois, moi, je raisonne en B2B où j'ai vraiment des clients dans un vase clos. Toi, t'as plutôt, en fait, une sphère d'influence, j'ai envie de dire. Donc, tu as besoin de restream. Pour l'instant, sur Livestorm, c'est pas un besoin parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui résonnent en vase clos, des banques, des startups, machin. Mais c'est une feature qui arrive. C'est une feature qui arrive parce que justement, on voit le potentiel de faire ça. Et donc, ça, c'est un truc qui va arriver là dans l'année, quoi. J'utilise un truc comme ça. StreamYard ou un truc ouais, comme ça. StreamYard permet de faire ça. T'as une boîte qui s'appelle Rostream qui fait ça très bien aussi. C'est pas très compliqué et effectivement, c'est un bon point. Ouais. Non, en revanche, tu vois, la question que je me dis, c'est que si demain je faisais ça, alors peut-être qu'il faut tourner, mais tu dois être saoulé, quoi. Si toutes les semaines je présente Cosa Vostra, qui en est, comment, etc., avec une question-réponse, à un moment, toi, tu dois péter une pile, te dire, mais j'en peux plus de faire ce truc, en fait. C'est assez marrant. Moi, j'ai fait, alors, je crois, 150, je crois un truc comme ça, 150 webinaires de démo de Livestorm. Il y a des fois, je te promets, je pouvais faire autre chose. Ma bouche parlait, mon cerveau était en off, mais je savais très bien ce que j'étais en train de dire. C'était le même discours qui était rodé. Et c'est pas grave. J'aurais pu le faire, tu vois, en pré-enregistré. J'aurais pu, voilà. Oui, c'est ça. Mais au final, c'était assez cool parce que les moments les plus sympas de l'événement, c'est lorsque je rebondissais sur ce qu'il y avait sur le chat ou les questions. Tu vois, genre, j'adorais introduire l'événement en disant envoyez-moi dans le chat d'où est-ce que vous êtes, parce qu'on avait une audience qui était internationale. T'as des mecs qui étaient à Austin, au Canada, t'en avais en France, t'en avais en Italie. Et du coup, parfois, un mec qui va dire j'étais dans telle ville, et toi aussi. Et du coup, tu rebondis dessus et tu parles de la ville. Enfin bref, et c'est marrant, et ça crée une dynamique de groupe dans l'événement, malgré le fait que ce soit un truc très très B2B. Et ça rend l'événement plus vivant et c'est beaucoup plus cool, quoi. J'adore l'idée de promotion passive, en effet, alors, et aussi potentiellement d'une forme de récurrence. Parce que alors, j'ai souvent une tendance à dire ça autour de moi, dans les startups qu'on crée, dans les équipes Cosa Vostra, quand on crée un événement, en fait, pour moi, le point d'ancrage, c'est la date. Et je leur dis, parce qu'à chaque fois, ils me disent, oui, il faut qu'on prépare ci, je dis, non, on s'en fout, en fait. Juste pose la date, envoie un mail à tout le monde en disant, à telle date, tu auras le truc. Derrière, tout va se construire autour parce que tu n'as pas le choix. Exactement. C'est tu crées le rendez-vous et après c'est toi qui t'adapte au rendez-vous, quoi. Exactement. Et donc tu peux faire évoluer ce qu'il y aura dedans, les contenus, etc. Mais en revanche, parce que souvent on dit oui, non mais je sais pas, j'ai pas encore les intervenants, mais on s'en fout en fait. Mets la date et puis on fera le truc après, quoi. Exactement. Et au final, c'est ce que tu vois, je reviens un petit peu là, au truc initial de se dire mais en fait, faut pas trop se prendre la tête. Effectivement, faut pas trop se prendre la tête. T'arrives le jour J, tu fais le truc. Si la personne qui devait venir est arrivée, tant mieux. Sinon tu remplaces, sinon tu fais le truc seul. Il y a sûrement, voilà. Donc faut pas trop se prendre la tête. Et je dirais que mon dernier conseil, c'est pendant le truc. Si demain vous voulez présenter quelque chose, parce que c'est souvent le cas, tu présentes un produit, présentes des slides, par exemple, je sais pas quoi, diversifiez un maximum ce que vous allez faire, quoi. C'est-à-dire que si tu mets des slides pendant 40 minutes, c'est chiant. Si tu mets slide pendant 10 minutes, tu fais monter quelqu'un sur scène, puis après tu masses une vidéo, ou après machin, tu rebondis, tu prends des questions entre temps, ça crée des cuts. Ça crée des points de rendez-vous, pareil, comme dans une vidéo YouTube, quoi. Ça attire l'attention. Et t'as un truc qui se fait un peu comme un oscilloscope et pas comme maintenant comme une espèce de courbe qui flatte au bout d'un moment, quoi, et qui descend. En termes d'attention, j'entends. Donc
Ok, donc tu alternes, ouais, tu commences tout seul, tu présentes, intro, qui va faire, qu'est-ce qu'on machin, Ouais. 2-3 slides, quelqu'un qui monte sur scène, un Q&R, 2-3 slides, ouais, très bien. J'ai un truc que j'ai découvert récemment, tu vas me dire ce que t'en penses. Alors, à la fois, ça va avec être spontané, et ça, je suis le premier, tu vois, là, ici, on est spontané, et Ouais. tu l'as dit, et je conçois nous-mêmes, quoi. C'est hyper important, j'essaie de pas être un autre personnage. Alors, certaines personnes me disent que ma voix est plus posée quand je fais des podcasts, mais je crois pas. En revanche, avec tout ce matériel que j'ai, qui est pas compliqué, un podcast, et j'y travaille un peu en vidéo, on va rajouter des vidéos, etc., pour faire ce genre de choses aussi de plus en plus. Je me rends compte que la qualité du matériel, c'est pas con. Ce que je veux dire, notamment sur le son. C'est vrai. Parce que un truc qui est relou sur le distanciel, c'est... t'as beau dire, c'est pas grave, c'est cool, etc., mais t'as quelqu'un qui est dans un café, qui est dans la rue, qui est dans machin. Bien sûr. S'il te parle, au bout d'un moment, c'est pénible, ça te fatigue, Mais ça te déconcentre, etc., Alors que quand t'as quelqu'un qui est quasi dans les conditions en face de toi, qui a un micro HD. Alors du coup, moi souvent j'utilise mon matériel de podcast pour parler. Dès que je fais une conférence, alors notamment pro, où je suis rémunéré pour la faire, ou alors dès que j'enregistre, ou même très souvent, même mes confs avec mes collaborateurs, etc., je mets tout le matos de podcast parce que il y a une qualité. Je crois que je vais ajouter une caméra un peu mieux que celle de mon ordi pour avoir un truc, peut-être avec un peu de lumière, pour avoir un truc qui est plus réel, quoi. Et bien sûr, mais en fait, c'est du bon sens, si tu veux. Enfin, être spontané, ça veut pas dire non plus faire complètement n'importe quoi. Mais c'est le fond et la forme. C'est le fond et la forme, exactement. Et tu vois, si t'as envie de te faire kiffer, avoir du bon matos, bah ouais, carrément. Et oui, il faut être aussi, enfin après, il faut avoir de l'empathie avec tes participants, tu vois. Enfin, évidemment que t'as pas envie de leur péter les oreilles avec des bruits de café dans le background, parce que c'est juste pas cool, tu vois. Et en fait, c'est ça le message, c'est soyez spontané et soyez attentif au bien-être, entre guillemets, de vos participants qui vous écoutent, quoi, tu vois. Et donc, typiquement, nous, ce qu'on a pour les événements qu'on fait chez nous, on a bon, j'imagine que tu connais, mais c'est une petite box qui s'appelle la Scarlett, sur laquelle tu peux mettre des vidéos comme on a là pour le podcast, enfin, des micros comme on a là pour le podcast. Ça se met en USB et boum, c'est terminé, ça marche, tu vois. Et pareil, pour la vidéo, tu peux voilà, je sais pas, à 300, 500 balles à dépenser, tu vas prendre une Logitech comme tu as là sur la télé qui marche très bien, la Logitech Brio 4K, hein, fait de la pub au passage, qui marche très, très bien, ou la PTZ qui est vraiment un truc de conférence, voilà. Ou alors, sinon, tu te dis, je vais me faire un kiff, je vais devenir un Twitcher, et puis je vais prendre un vrai DSLR, quoi, un appareil photo, un réflexe numérique. Voilà, un réflexe numérique, tu mets une espèce d'adaptateur Elgato pour faire de la capture, et boum, terminé, quoi. Et je connaissais pas Scarlett, j'ai acheté autre chose, la petite boîte, ok, ça a l'air bien. Ouais, 249 quand même, ouais. C'est un petit investissement quand même. Ouais, ok, non, je pensais que c'était... Parce que nous, tu vois, j'envoie des invités quand on enregistre à distance un micro, je crois que c'est Fifine, c'est pas mal, mais c'est pas fou non plus. Tu peux regarder des micros à 35-40 euros. Ouais. Mais tu peux regarder aussi un truc qui s'appelle Blackmagic, qui est un peu connu chez les Twitchers. C'est vachement Alors, cool. j'ai acheté tout le matos qu'on a acheté pour faire du... Blackmagic, c'est le Atem, je sais pas si tu vois, bref, Atem Mini, Pro, Atem Mini, bon, là on vous perd là, mais c'est le petit, en gros mon trip, que je disclose ça, peut-être je sais pas, c'est d'enregistrer, donc de faire une sorte de studio ici pour enregistrer les prochains épisodes, donc on est sur une thématique vidéo, donc j'ai un peu le droit de dire tout ça quand même. Mais donc tu vois, on a fait des trous sur la table, on va mettre des caméras 4K qui sont des caméras zoom, comme le boîtier que j'ai là. D'accord. Il y a des lumières là, et l'idée c'est de pouvoir, avec la thème qui va être fixée ici, tu vois, je crois, il y a marqué table de mixage, tu vois, on va faire un cut dans la salle, dans la table de réunion, donc mes collaborateurs vont être super contents. et l'idée c'est que je puisse moi-même filmer en live sans personne. Donc je vais devenir un vrai chef d'orchestre. Je vais avoir caméra 1, caméra 2, caméra 3, voilà. Et l'idée c'est de pouvoir vraiment faire ça. Moi, je le pousse jusqu'au bout, quoi. Mais donc je serais prêt à faire des séminaires chez vous. Ça c'est trop bien. Ouais, non mais franchement. En plus, ce qui est assez cool, c'est que
on se dit, mais en fait, c'est compliqué à brancher sur un Livestorm ou quelque chose qui me fout sur le navigateur, alors qu'en fait, pas tant que ça. Hein. Une prise. Moi, l'objectif, c'est de mettre une prise. Une prise USB. Si tu veux faire une caméra virtuelle pour la capture, tu as un truc qui s'appelle OBS qui est gratuit, qui est open source. Oui, et j'ai utilisé, ouais. voilà. Et après, boum, ça devient une webcam et tu peux utiliser ça où tu veux. Quoi. Il y a une contrainte, j'allais dire, même le matos, c'est pas si cher que ça. Je veux dire, alors là, on a quand même 3 caméras 4K, etc. Mais le total, c'est 2000-2500 euros. C'est beaucoup, mais enfin, je veux dire, par rapport à un studio pro. Si c'est pro. Ouais, c'est pro. Ça se tient. Il y a un truc quand même, c'est que j'ai dû changer d'ordi. J'étais entre des Chromebooks, des Mac, j'étais assez agnostique en termes d'ordi. Et à un moment sur la vidéo, j'ai dû m'acheter une sorte de méga, c'est ce que j'ai sous les yeux là, mais de méga machine, ça à 4000 euros parce que la ressource de la vidéo, enfin, ça pompe. Quoi. Encore une fois, voilà, si tu veux te faire kiffer, bah oui, c'est sûr. Oui, puis je me faisais kiffer aussi. Voilà. Voilà, grosse geekerie vidéo, quoi. Ok, grosse geekerie vidéo. Bon, alors, je récapitule, tu me dis si t'en as d'autres, hein, mais être spontané, promotion passive, widget de promotion dont tu parles, et donc des événements potentiellement récurrents, et diversifier lors de l'événement ce que vous faites, slides, des gens sur scène, des Q&R, des vidéos, des choses comme ça. Il y a une grosse notion aussi de... Moi, je suis devenu un fervent promoteur de l'asynchrone, ce qu'on appelle l'asynchrone. Donc, synchrone, c'est un événement où il y a plein de monde en même temps. L'asynchrone, c'est voilà. Et j'ai de plus en plus de mal à participer à des événements synchrone, ouais, où il y a plein de monde en même temps. Je trouve ça. Enfin, si on me sollicite pour le faire, je suis ravi. Mais quand on me dit il faut que tu sois à telle heure sur tel room, tel machin, je me dis mais pourquoi en fait c'est vrai. Tout dépend du contenu, etc. Ça dépend du contenu. Ça dépend du contenu, je pense. Mais et typiquement, nous, c'est la fonctionnalité qu'on appelle pour ça, c'est ce qu'on appelle le on-demand event, et c'est vraiment ce que c'est. Hein, c'est de la VOD littéralement. Tu te connectes, voilà, et tu tombes sur la vidéo et tu regardes quoi. Et moi, je pense que c'est encore une autre typologie de contenu, c'est une autre typologie de démarche. En général, ce qu'on recommande à nos clients, c'est faire plutôt, soit ils ont eu un événement de ouf qui s'est super bien passé, et du coup, en fait, l'événement, il n'est pas censé se terminer là, tu peux le transformer en événement à la demande, et en fait, tu continues de générer du lead, tu continues de générer du contact du participant, et donc c'est chouette. Donc ça donne une deuxième vie, un peu, tu recycles. Deuxième truc, c'est tu fais un événement à la demande depuis le départ. Et dans ce cas, en fait, c'est une autre typologie de contenu. C'est un contenu plus court, parce que regarder un truc à la demande pendant 1 heure, c'est chiant. Un truc de 15 minutes, c'est cool. Tu vois, c'est vraiment des petits bits de contenu comme ça que tu prends. Et c'est typiquement, nous, on l'utilise pour faire des 15 minutes de formation sur une fonctionnalité en particulier ou sur un sujet en particulier de l'événement, et c'est très cool. Donc, si tu fais, je reprends un événement... sur Livestorm ou ailleurs, mais voilà, tu fais un gros événement, que ça marche bien, etc. Il n'y a pas d'intérêt à le remettre en intégralité sur YouTube. C'est ce que tu dis, ou ça peut faire quelques vues, mais... tout dépend ce que tu veux faire, quoi. Si tu veux générer du lead, le mets pas sur YouTube, quoi, clairement. En revanche, il y a potentiellement un intérêt à le redécomposer, à reprendre comme tu dis, quelques bits, quelques bouts à droite à gauche, dire tiens, si tu veux progresser sur chacun son truc, le bon truc, les 5 minutes, c'est du reconditionnement, si je puis dire, de contenu, comment utiliser des bouts de contenu pour peut-être aussi du référencement naturel, etc. C'est marrant, c'est un peu une approche un peu 360, un peu comme ce qu'on apprend en école de com, tu vois, où en fait ton événement est le truc central, et après tu le recycles. Alors la base du recyclage, c'est ton événement tout entier redevient disponible et tu peux t'inscrire juste pour voir le replay alors que t'es pas forcément participant pendant le live. Ça, c'est la base. Ensuite, tu peux prendre ton événement, tu peux faire le découper. Et donc, tu prends chaque petite, 10, 15 minutes, ou j'en sais rien. Tu le mets sur ton IGTV, tu le mets sur je sais pas quoi, où tu veux, quoi. Mais tu le recycles. Et puis même, tu prends ton transcript, tu prends ce que tu dis, et là, t'en fais du contenu blog, t'en fais des slides, t'en fais ce que tu veux, mais voilà. J'ai l'impression que les grands groupes n'arrivent pas à faire ça. Ce que je veux dire, alors ça, tout ce dont on parle, je me trompe peut-être, et je serais ravi d'avoir des retours de certains auditeurs, si possible, mais tu vois, je vois plein de startups qui font ce genre de choses. Le grand groupe, il faut toujours, en effet, que ce soit pas spontané, que tu sois maquillé, qu'il y ait une belle lumière, qu'il y ait un truc, que tout soit coupé au cordeau, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et non, mais tu comprends, moi, je suis, je sais pas moi, Airbus, c'est le président qui vient, je suis LVMH, je suis Dior, ou je suis, peu importe, L'Oréal Clarins. Et tu vois, et
promotion passive, ces événements, enfin, il faut toujours que ce soit pareil, événementialisé, très complexe, enfin, je sais pas à quel point je me trompe, et l'usage de ces petites choses, en fait, enfin, tout prend des proportions gigantesques. Est-ce qu'on y vient ou Écoute, j'ai l'impression de plus en plus, très honnêtement, parce qu'on commence à avoir quand même pas mal de grands comptes, qui vont être un peu plus. Ce qui est marrant, c'est que les départements de transfo digital dans les grands comptes, pour le coup, ont davantage cette approche, davantage cette flexibilité. C'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime bien leur parler à eux en premier, parce qu'ils ont cette capacité à être légitimes en interne pour être justement leur dire, bah non, soyez plus spontanés. Après, pour répondre à ton commentaire, c'est que quand t'as le mec, quand tu sais que t'as ton boss, le boss de Airbus qui vient te voir, je pense que t'es juste en panique et t'as envie d'être sur ton meilleur jour, et ça peut être une angoisse. Donc je le comprends. Enfin, je dis pas que je suis d'accord, je dis juste que je le comprends. Et puis je pense qu'il y a des histoires aussi de quelque part de politique interne. Non, pas de politique interne, mais comment dire, t'as envie de légitimer le fait que c'est un événement important, et donc tu lui donnes peut-être plus d'importance que ce qu'il n'est vraiment en réalité, et donc quelque part c'est peut-être de l'autopromotion, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment parfois cette espèce d'ego qui rentre en ligne de compte, où tu te dis, enfin, il faut que je fasse tout un tintouin autour de mon événement parce que ça légitime ce que je suis en train de faire. Alors qu'en fait, en réalité, ton événement, ça se trouve, c'est un événement très normal, il faut juste le prendre comme tel, et voilà, quoi, se détendre un peu. Après, évidemment, tous les travaux autour des marques, c'est important. C'est-à-dire respecter l'image, etc., etc. Hein. Et encore une fois, ça revient à c'est le fond et la forme. La forme, évidemment, si tu as des guidelines à respecter, et nous les premiers, tu vois, enfin, quand on fait les événements, il y a certains trucs sur lesquels on ne transige pas, sur la façon dont on parle de Livestorm, sur les contenus qu'on va montrer, parce qu'il faut que ce soit d'une certaine manière, et voilà. Ça ne veut pas pour autant dire que sur le fond, on peut digresser et parler à un participant d'autre chose, quoi. Passionnant. Tout ça a changé ces derniers mois, cette dernière année. Donc, quand on enregistre là, on est en juin 2021. Alors, ça a changé évidemment en termes de volumétrie chez vous, j'imagine, et chez tout le monde. Ouais. Mais est-ce que ça a changé aussi est-ce qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles pratiques qui arrivent ? Ouais, c'était vachement intéressant. On a... Comment dire ? Tu vois, si je prends le paysage en fait des cas d'usage qu'on avait en interne pré-Covid, donc début 2020, on avait beaucoup de contenus beaucoup plus marketing, beaucoup plus un peu classique, tu vois, un peu marketing, commerciaux, un peu en interne, des RH, et avec un peu les mêmes typologies de clients, beaucoup de boîtes tech, beaucoup de boîtes de consulting, des agences, machin, qui ont cette stratégie de contenu. Et en fait, post-confinement, je pense que tout le monde a été mis un petit peu au pied du mur. On se dit, il faut qu'on fasse la communication à distance, quelle qu'elle soit. On n'a pas trop le choix si on veut continuer à opérer, si on veut continuer tout simplement à faire des business, quoi. Et surtout, parfois, des gens qui n'étaient pas des business, des institutions publiques qui se sont coordonnées avec ça. Et du coup, de ça est émané une espèce de diversification des cas d'usage, des diversifications des événements. Tu vois, par exemple, je prends un exemple parce que déjà, un, ils sont à Vest, et puis deux, parce que je trouve que c'est un cas d'usage qui est cool, genre la BPI France. BPI France, c'est une banque, hein, ni plus ni moins. Publique, certes, mais ça reste une banque avec tout un tas de contraintes. Et avec des banquiers dedans. Avec des banquiers dedans, ça arrive. Et ils sont mis fermement à en faire, à utiliser Livestorm, mais utiliser autre chose, mais aussi Livestorm. Pour prouver que les banquiers étaient des gens bien. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est marrant parce qu'ils sont hyper power users de Livestorm, et ils ont surtout du contenu qui est extrêmement diversifié. Ils font ils font des panels avec des gens en physique qui retransmettent sur Livestorm, ils font des trucs en interne, ils font des trucs en externe. Il y a eu une espèce de libération quelque part, de se dire, en fait, c'est ce dont on parlait sur Instagram, où en fait on se focus pas sur le comment, mais sur le quoi, qu'est-ce qu'on va créer comme contenu. Moi, je l'ai vraiment ressenti en fait en 2020, où en fait les gens se sont juste tout d'un coup au pied du mur, retrouvés plus créatifs qu'avant. Tout côté portugais, Castro. Au pied du mur. Pied du mur. Et du coup, tu vois, t'as des tuyaux de yoga, t'as des écoles, j'ai une école de kiné qui fait des lives. Enfin, c'est juste improbable. Et la profondeur de tout ça, enfin, je veux dire, tu peux faire du Livestorm pour, je sais pas moi, tous les cheminots de la SNCF, tous les postiers. Les gilets jaunes. Ouais. On a eu des conférences de gilets jaunes en interne. Donc, bref. Et à côté de ça, on avait aussi des réunions du MEDEF en interne. Enfin, bref, tu vois, tout existe en fait. Et ça qui est intéressant. Enfin, Donc voilà, je pense que quelque part, on a un peu contribué à mettre cette pierre à l'édifice de la libération de la créativité sur l'événementiel, et je trouve ça assez cool, quoi. Tu disais, vous êtes 123. Ouais.
en remote. Vous n'avez pas de bureau? Si, on a un bureau, on a une approche un peu hybride en fait du bureau où en fait le bureau est le port d'attache. Voilà, on a 25, 30 places. On fait venir des gens dans la limite du possible et du légal, bien évidemment. Et on se retrouve comme ça, quoi. Il y en a qui viennent quand même au bureau tous les jours? Écoute, ouais, il y en a qui viennent au bureau tous les jours. Alors peut-être pas forcément tous les jours, mais peut-être aller 4 jours sur 5 ou un truc comme ça, ou 3 jours sur 5. Et mais voilà, quoi. Et ça se passe bien, en fait, c'est chouette. Enfin, Vous êtes combien d'associés? on est 4. 4. 4 associés. J'ai un associé, Robin, qui est sur le produit vraiment, donc vraiment conception, design, product management. J'ai un Tom qui est CTO et Vincent qui est vraiment sur l'architecture front-end et vidéo de la plateforme. 4 éthiques? 4 éthiques. Ah, Camarades de promotion, on s'est connus sur les bancs de l'école. Ça faisait 3 ans qu'on faisait des projets ensemble, donc c'était assez. Voilà. et les 3 autres sont à Paris? Alors, non, il y en a un qui est à La Rochelle, un qui est à Lyon, l'autre qui est à Paris, mais qui est lyonnais. Personne n'est parfait. Et moi qui suis à Barcelone. Intéressant. Et depuis le début, vous êtes quand même un peu éclaté comme ça ou... Ouais. Ouais. Enfin, mais tu vois, on en parlera tout à l'heure si tu veux, mais c'est vrai qu'on a. Quand je dis souvent qu'on a eu une chance incroyable en démarrant. Moi, je me suis pas posé la question de je vais devoir trouver un CTO, c'est l'enfer. Non, le CTO, c'était mon pote de 3e année, quoi. Et en fait, on est restés tous les 4 en commando comme ça pendant les 2 premières années de la boîte. Ok. Et ces 2 premières années, alors il va falloir qu'on vienne mettre les pieds dedans du coup, désormais, juste pour rester sur le remote là-dessus. Vous avez parce que vous l'avez fait visiblement donc avant le Covid, donc vous étiez prêts, mais vous avez des politiques fortes là-dessus. Comment tu t'es inspiré? Tu as lu des bouquins, je sais pas. Ça s'est fait comme à peu près tout, un peu naturellement et organiquement. En fait, le truc, c'est que, tu vois, ça remonte à longtemps parce qu'en fait, en 2018, on commence à recruter. On a levé notre tour de seed il y a pas très longtemps. On commence à recruter des devs, machin. T'as pas forcément beaucoup de sous et les devs à Paris, le marché commençait déjà à devenir très très tendu, moins qu'aujourd'hui, mais en tout cas c'était déjà tendu. Beaucoup la pénurie, on avait des technos aussi un peu particulières. Et du coup on regarde en dehors de Paris, on regarde en dehors de France et en fait on a recruté, je passe le bonjour à Laurent qui en a recruté et qui était au Chili. Alors que voilà. Et au final. Bref, donc ça s'est fait comme ça, c'est juste en fait parce qu'on a dû recruter des devs au bout d'un moment, un peu partout, et du coup on a posé en fait des rituels de communication, on a posé des impératifs de documentation de tout ce qu'on faisait, et en fait on est arrivé en 2020, on avait en fait quasiment tout en place. Et je parlais d'un synchrone tout à l'heure, mais une vraie synchronicité déjà. Ouais. Parce que nous on est par remote, mais en tout cas on a plusieurs bureaux depuis le début, donc il y a plusieurs niveaux dans tout ça. Déjà, plusieurs bureaux. On a des remote, full remote depuis toujours. Donc on est très hybride dans l'approche, mais on est à peu près synchrone. Je trouve que la couche d'asynchronicité, elle est quand même compliquée parce que sur des devs, sur des tas de décisions, des meetings, quand tu as des vrais décalages horaires... on a des meetings, tu vois, on en a comme tout le monde. Je pense qu'en fait, il y aurait 2 grands types de meetings. T'as des workshops qui sont là en fait pour faire accélérer un projet. Donc vous êtes sur un sujet, vous le dépliez ensemble parce que ça va plus vite quand on se parle. Et t'as un deuxième qui est juste un meeting de review. Donc là, c'est vraiment synchronisé en tant qu'équipe. On en est où? On a fait quoi? On fait quoi demain? Etc. Et c'est à peu près tout, tu vois. Mais c'est ritualisé. C'est tout le temps à la même heure, le même jour. C'est-à-dire que tu peux te préparer, tu peux arranger ton agenda en fonction. Et voilà. Et après, le reste, à partir du moment où tu as des questions qui sont récurrentes, qui émanent, que ce soit sur Slack ou soit en synchrone, l'automatisme, c'est tu crées une documentation. Tu vas sur Notion ou peu importe, on s'en fout, et tu crées une documentation et tu fais un article clair et tu expliques. Il n'y a pas le manque du small talk ou un peu créatif de temps en temps, tu vois? Si, bien sûr, mais du coup, pareil, et après, il faut être un peu créatif dans l'approche. Nous, ce qu'on a instauré, alors c'est très bête, hein, mais c'est un autre rituel qu'on a, c'est, tu vois, on a une room parce que sur la viande, tu peux faire aussi des rooms un peu, tu sais, avec des URL qui sont figés.
Ouais. sur laquelle tu peux te connecter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La coffee room, quoi. Et bah, c'est exactement ça. Ouais. On a créé une coffee room et dès que la personne se connecte sur la coffee room, ça envoie un message dans Slack qui dit « Ah, il y a Kevin qui s'est connecté sur la coffee room », puis les gens peuvent le rejoindre et du coup discuter comme ça. Donc on crée le small talk Et comme ça. ça marche, ça? Franchement, ça marche. Ouais, parce que nous, je pense qu'il n'y avait pas la notif Slack, donc du coup, tu te connectais sur la coffee room. Je sais plus où on la faisait, mais je me demande si on n'avait pas fait ça sur. C'est peut-être en audio, comment ça s'appelle ce truc de nerd du gaming? Discord? Ah oui, sur Discord, bien sûr. On avait fait ce genre de choses, mais en fait, t'arrivais dans une room, puis bah, il y avait personne, donc tu repartais, Ouais. quoi. Et ouais, Voilà, il y a ces petits trucs comme ça. Et puis après, les équipes aussi le font à leur niveau. C'est-à-dire qu'ils vont faire des coffee breaks thématisés pour eux ou juste des petits déj. Et c'est aussi pour ça qu'on fait remonter de temps en temps les équipes. Parce que ça permet justement d'avoir cette vraie interaction humaine. Tu vois, et on vend du live, on vend de la vidéo, mais ça veut pas dire pour autant qu'on connaît pas la valeur de l'interaction humaine et du small talk, quand tu dis quoi. Évidemment que ça doit exister. On est, donc je disais, en juin 2021. Vous êtes 123. Est-ce que tu te souviens combien vous étiez en février 2020, avant les confinements? On était 30. Donc en fait, la moitié des gens, tu les connais pas. Tu les as jamais vus. Ah, il y en a. Pas la moitié, les trois quarts. Alors, j'ai vu tout le monde pendant les process de recrutement d'onboarding. Donc, a priori, il n'y en a pas un seul que j'ai pas vu en live, ou parce que j'étais pas là, à la rigueur. Mais ouais, sinon, en vrai, genre, il y en a beaucoup que je n'ai pas vu, quoi. Plus 100 personnes, plus 103 personnes en un an. Ouais, ça, dit comme ça fait flipper. Ouais. Donc l'objectif, j'imagine, c'est de faire quand même une sorte de séminaire quelque part en physique. Ah bah oui, t'inquiète, dès que c'est possible, effectivement, on va claquer un gros paquet de pognon et puis on va tous se voir et s'éclater ensemble. Ok, c'est l'avantage aussi d'avoir des économies sur plein de bureaux, etc. C'est que tu peux faire ce genre de choses qui sont sympas. C'est vrai, surtout à Paris. Hein. Tu connais les prix des bureaux parisiens. Enfin, ça a vite fait chiffrer. Hein. 1,5 million par an de bureaux, ça me semble pas complètement de la science-fiction à Paris. Oui, pour 100 personnes, très clairement. Ouais, ça fait un beau voyage, 1,5 million. Exactement. Première classe, tout le monde. Allez. Ouais, non, ok, donc c'est vrai que ça doit être assez fou, recruter 100 personnes en distanciel. Sur quelle fonction principalement? Surtout. En fait, le premier step, c'était de créer le middle management. Je voulais être sûr que j'avais les bons managers en place, le bon head-off, C-level, etc. C'est les terminologies qu'on a eu la même chose, qu'on a eu ici. Alors, juste middle management, je reprends head-off, en fait, dans une société qui passe de 20 à 120 personnes. Quand tu es 4 founders, donc 4 associés à 20 personnes, tu connais tout le monde, t'en as à peu près 1 pour 5 personnes, si je suis pas mauvais en maths. C'est ça. En moyenne, il y en a un qui est peut-être un peu tout seul ou avec 2-3 personnes. Il y en a un qui est avec 5-6 personnes parce qu'il est sur un pôle un peu plus, qui a besoin de plus de ressources et de monde. Mais tu connais tout le monde, tout est géré, il n'y a pas de souci. Tu sais ce que tout le monde fait à peu près. Je sais absolument ce que tout le monde fait, ça c'est sûr. Même si je leur parle pas forcément tous les jours que Dieu fait, je sais absolument ce que tout le monde fait. Donc ça c'est plutôt cool. On a un organigramme qui est public sur Miro, sur lequel tu peux naviguer et voir exactement que fait la personne, qui est cette personne. Donc c'est assez chouette. Mais quand tu grossis, c'est ce que je voulais dire, quand tu passes à 100, mais à 50, 60, 100, 120, en fait, il y a des tas de gens que tu connais moins, pas du tout. Enfin, je veux dire, tu les as vus, mais c'est difficile. T'as pas surtout à distance, t'as pas trop de small talk facile, etc. Tu crées pas les mêmes liens et t'as besoin de management intermédiaire. Donc, ce qu'on appelle du middle management, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans la société ou faire évoluer des personnes qui vont prendre ces jobs de manager, head-off, comme on les appelle, C-level pour certains. Donc, C-level, ça vient de l'anglais C-suit, CEO, CFO, donc chief, c'est le chief. Chief, donc C-level, et C-suit, le suit, c'est le costume. Donc c'est l'ancien. Et donc, en fait, la gradation, c'est que tu passes C-level, ensuite tu as head-off qui sont juste en dessous, et puis après, tu vas avoir des leaders d'équipe en fonction des différents pods, des différentes squads, ou j'en sais rien. Et donc, la règle de pouce que j'ai imposée, c'est que normalement, un manager n'a pas plus de 5 direct reports, donc 5 direct managés, si tu veux. D'accord. Et ça a permis de créer une organisation où tu réfléchis tout en fonction de ça, ce qui fait qu'il n'y a à aucun moment une équipe, un manager de se sentir, si tu veux, submergé, chercher le terme, submergé par le fait qu'il ait beaucoup de managers. Et si ça s'est
Et si c'est le cas, c'est qu'il faut embaucher un nouveau manager et qu'on split les équipes. Donc c'est une règle de pouce qu'on s'est imposé de suivre. C'est pas encore, je dirais qu'il y a encore du work in progress, notamment sur les équipes sales, parce que pour le coup, l'équipe commerciale a grossi très 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 vite. Voilà, ils sont passés en 6 mois de 5 à 30. Donc c'était un peu soudain. Mais ça se met en place, c'est cool. Et puis voilà. Donc je veux absolument que tout le monde ait une qualité d'onboarding lorsqu'ils arrivent qui est irréprochable, qu'ils aient un manager qui soit à l'écoute, capable de vraiment gérer à la fois le pro, c'est-à-dire les former, mais aussi le perso, être capable de les gérer dans leur croissance personnelle, dans leur carrière. Et donc pour ça, tu es obligé d'avoir en fait un pool de managers qui est petit, entre guillemets. Donc ça fait quand même une sacrée année 2020, on va dire, parce que la même année, vous avez levé, selon en dollars ou en euros, 25 ou 30 millions. Ouais. Après, donc une première qui datait de 2019, donc c'est déjà assez frais, de un peu moins de 5 millions, c'est ça? C'est ça. Avec Aglaé, Ouais. qu'on embrasse Cyril. Exactement. Et du coup, gérer en fait le Covid, la Covid, je sais plus, je crois qu'on dit le maintenant, c'est reparti. Le Covid, donc la crise potentiellement interne. Enfin bon, si vous étiez déjà en remote, ça n'a pas changé grand-chose, mais quand même, c'est lourd, ça pèse. Ça vient avec des emmerdes aussi, Ouais. Clairement. La croissance exponentielle de votre tech, de votre logiciel, des usages, etc. Donc j'imagine qu'en termes de support, de sales, de trucs, ça devait être un cauchemar. Ah bah, je pourrais t'en raconter, mais effectivement. Ouais. Tu vas m'en raconter. La croissance des équipes, donc avec des dizaines de personnes à recruter, les levées de fonds, des problèmes techniques peut-être, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, plein de choses. Ouais. Ouais, c'était une année marrante, quoi. Mais non, ouais, effectivement, tu vois, genre, ce que j'aime bien raconter quand les gens arrivent, et du coup, je raconte un petit peu souvent en 2020 et comment ça s'est passé, et comment on a vu le truc arriver, et que bah, tu peux penser être aussi près que tu veux, en fait, en réalité, tu n'es jamais vraiment. Tu vois, on arrive en mars, toujours un très bon mois, sauf que là, bah, tu vois, t'as ton dashboard, t'as tes chiffres, à chaque fois que tu vas rafraîchir la page, tu vois les chiffres qui montent, et là, tu dis, soit il y a un bug, soit il se passe un truc. Et bon, effectivement, il se passait un truc. Et donc, en l'espace de, entre mars et fin mai, on a pris grosso modo 2500 clients. Voilà, 2500 nouveaux clients. Alors que tu en avais combien en On avait un peu plus de 1000, tu vois. Donc, on a fait x2, x3 sur la base client sur vraiment l'espace de 3-4 mois. Clients, c'est pas des utilisateurs, c'est clients payants. Clients payants. Donc là, je parle vraiment juste de comptes. Donc, je parle même pas du nombre de users, je parle vraiment de comptes. Et avec tous les événements que ça vient avec. Et forcément, le premier truc qui explose, c'est que à l'époque, moi, ils sont 4 au support, donc support client, qui font du chat, qui répondent aux clients sur le chat, etc. 4 pour gérer normalement 2000 conversations par mois. Là, ils arrivent, il y a 20 000 conversations par mois, et là, ça explose. Donc, évidemment, les gens font des heures, il faut, du coup, les manager de très près, gérer leur temps, reward le temps, etc. Donc, il y a un vrai côté humain, un vrai challenge humain, et du coup, je passe le coucou à Elif, qui est l'une des premières à être arrivée chez Livestorm, mais qui a géré le truc d'une main de maître. Donc voilà. Et en anglais, en français, en plein de langues? En toutes les langues. D'accord. Ouais, enfin, en français et anglais, mais oui, surtout quoi. Et puis, bah, du coup, comment tu règles ça? Bah, t'embauches, sauf que forcément, embaucher, ça prend un petit peu de temps. Donc, t'as des gens qui arrivent tout de suite, c'est cool, et t'en as d'autres qui arriveront un peu plus tard. Mais en tout cas, on a pu gérer en partie avec ça. On a testé le freelance, mais ça n'a pas trop marché. Le troisième truc qu'on a testé qui a plutôt bien marché, en l'occurrence, c'était de dire on va dériver les équipes produits, les équipes tech sur le support, on va prendre les besoins et on va essayer de leur donner les outils pour automatiser, fermer un peu les vannes et essayer de leur permettre en fait d'être beaucoup plus productifs en l'espace de 3-4 mois. Okay. Et ça a plutôt bien marché et ça nous a, je pense, pas mal aidé à sortir un peu de la tempête. Et puis le deuxième truc un peu qui forcément, c'est ton architecture. T'as une architecture qui n'est pas faite en fait pour absorber 3000 clients. Tu vois, et donc on fait x30, je crois, sur l'usage, en l'espace de littéralement 3 semaines. Et oui, et au départ, tu peux mettre tous les serveurs que tu veux, ta plateforme elle est ternue, quoi. Et ça, pareil, c'était un moment un peu dur parce que du coup, ça crée de l'attraction, ça crée du message sur le support, ça crée du stress sur les équipes techniques, ça crée du stress sur les équipes commerciales parce que du coup, t'as les clients qui sont en test qui arrivent et qui appellent les commerciaux et c'est Bagdad, quoi. Enfin, c'est l'enfer. Donc, il y a eu, 3-4 jours un peu glauque, et puis après, c'est parti, quoi. Et puis, franchement, les équipes techniques, encore une fois, ils ont fait un truc de ouf, c'est qu'en l'espace de 3-4 jours, la plateforme, elle avait mûri de 1 an, quoi. Mais vraiment, en termes techniques, c'était oufissime. Et les équipes techniques, donc à cette époque-là, c'était 4 personnes?
Ah non, ils étaient un peu plus gros. Là, les équipes techniques, ils étaient peut-être une petite dizaine, un truc comme ça. Mais vraiment, enfin, ils ont beaucoup bossé. Enfin, franchement, c'est magnifique. Moi, ce que je retiens vraiment de ce truc-là, c'est qu'en fait, on a tous su inconsciemment qu'il se passait un truc de ouf, qu'on était en train de vivre un truc de ouf, que ça allait être dur, qu'on allait saigner du nez. Mais il y a une espèce de... ça me fait chier de dire ça, mais d'union sacrée, tu vois. Enfin, un truc, je caricature, mais où tout le monde s'est juste mis dans une seringue, dans la même direction, sans forcément qu'on leur dise, tu vois. Et quand je dis que j'ai de la chance, mais putain, mais on a tellement de chance d'avoir une équipe pareille, mais c'est incroyable. Ouais, parce que en effet, ça c'est dur, mais ce qui est drôle, c'est que tu dis après c'était parti, mais en fait, après, quand dans tout ça tu rajoutes, nous on a vécu ça en même temps, pas à la même vitesse et pas dans les mêmes circonstances exactement, mais ces couches de management dont tu parlais, c'est quand même dur ça aussi, parce que soit ils viennent de l'extérieur, soit ils viennent de l'intérieur. S'ils viennent de l'intérieur, généralement ils sont pas managers formés, donc il faut les accompagner. Et un manager, c'est pas juste tiens, viens ici, t'es manager. Un manager, il doit manager selon Livestorm, quoi, ou selon Cosa Vostra. Mais je veux dire, moi, je veux pas juste que les gens arrivent et fassent leur tambouille, tu vois. Il y a une façon de faire. Il y a des valeurs, il y a des manières de fonctionner, des règles, je sais pas comment aussi. Mais ouais, c'est ça. Il y a quand même tout ça. Et en fait, dire, nous, on veut pas être nécessairement une entreprise comme les autres, on veut être singulière. Ouais. Tu vois. En plus, les managers, ils étaient pas, pendant la crise, ils étaient pas, pendant les 3 premiers mois, ils étaient pas là, ils sont arrivés après parce qu'on n'a pas eu le temps de les embaucher. Ça prend du temps d'embaucher des bons managers. Moi, je pense que ce que tu dis sur l'acculturation des managers fait qu'ils fassent pas forcément leur plan, qu'ils déroulent pas leur plan à eux, mais qu'ils déroulent le tien, ou en tout cas qu'ils s'adaptent à ton plan. Un plan commun. Ou un plan commun. Ils apportent leur truc. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps dans les process de recrutement. Et voilà, quoi. Il n'y a pas de secret. C'est le process de recrutement qui, bon, à tous les managers, à partir du moment où ils vont avoir des gens à gérer, moi, ce que je veux absolument, c'est avoir un 30, 60, 90 jours plan et voir un petit peu comment ils abordent le truc. S'ils sont là, et si je sens en fait qu'il y a un moment donné où c'est trop du framework, ou c'est trop un truc qui est systématisé, pour moi c'est un red flag. Pour moi c'est un truc qui va pas me convenir. La bonne façon, voilà, si vous essayez de postuler dans les postes de manager chez Livestorm, petit trick, à partir du moment où en fait dans les 30 premiers jours vous êtes vraiment dans de la discovery, dans l'écoute, du rapport d'étonnement, de rencontrer les gens, d'être dans la curiosité et pas forcément que de vos équipes, ça commence à sentir bon. Ouais. Passionnant. Alors à la fois il y a cette traction énorme qui doit continuer parce que j'imagine que là vous êtes en feu. Ouais, bah écoute, c'est clairement pas. je touche du bois pour l'instant, c'est pas encore autant que l'année dernière parce que franchement c'était compliqué. Mais ouais, enfin tu vois, aujourd'hui on fait des volumes. C'est difficile de faire, tu vois, 300% de croissance par an quand t'es maintenant arrivé à notre stade, bien évidemment, mais en valeur absolue et en volume, aujourd'hui on fait des choses qu'on faisait pendant le Covid, mais de façon quotidienne en fait. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, on a des volumes d'événements et de participants qu'on avait en mars. Et en mars, on a signé du nez. Aujourd'hui, franchement, c'est pas qu'on se fait chier, mais tu vois, ça passe crème, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça, c'est marrant. Donc, ouais, on a mûri, c'est cool. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que tout ça a à la fois grossi très fort, et tu l'as dit toi-même, en fait, vous êtes quasiment même un nain comparé à enfin, j'ai dit Zoom, mais peut-être d'autres d'ailleurs. Mais il y a même des plus gros. Hein. Ouais, bien sûr, mais c'est ça qui est marrant en fait. On est une goutte d'eau. Moi, ce que j'aime parfois, franchement, et je digresse, désolé, mais on est là pour ça. Quand tu regardes l'écosystème, tu vois sur Twitter, tu vois sur LinkedIn, tu vois des montants d'ARR, tu vois des valos, tu vois des machins. ARR, annual recurring revenue. Voilà, de chiffre d'affaires, pour faire simple. Et tu dis, c'est incroyable, c'est plusieurs millions. Enfin, je sais pas, hein. En vrai, il y a plein de boîtes dans le monde qui font 50 millions de chiffre d'affaires. C'est pas anodin, 10 millions de chiffre d'affaires, t'as 3 boulangeries, tu les fais aussi. Tu vois. Et donc, il faut aussi... Oui, récemment, Colline, qui est venue au MI, à 26 ans, elle gérait un Carrefour à Stein. Je crois pas me tromper, je crois que c'était bien que c'était Stein. Et bien, Carrefour à Stein, 120 millions de chiffre d'affaires à 450 personnes. Et bah voilà. Ouais. Et donc, tu vois, au bout d'un moment, il faut redescendre aussi un peu sur terre, se dire, oui, on est petit. On est petit par rapport aux concurrents, on est petit par rapport à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que on est sur des vélocités de croissance qui sont hors du commun, qui n'arrivent pas dans les jours, dans la vraie vie. Et que du coup, on est dans une capacité à prendre des parts de marché plus vite que les autres. On est dans une capacité à créer quelque chose de nouveau
et d'avoir un vrai impact. Enfin, je pense que c'est plus là où c'est intéressant que juste en termes de chiffre d'affaires. C'est cette capacité à redéfinir quelque chose. Et ça, c'est cool. Inventer quelque chose, réinventer. Tu l'inventes, j'imagine, aussi avec tes utilisateurs parce qu'il y a plein de features qu'ils doivent vous demander. Bien sûr. C'est un truc, mon associé est l'ayatollah du feedback client. Et genre, tout est carré dans un software. On pondère si c'est important, si c'est un nice to have, etc. Ça s'appelle Product Board, un petit coup de promo, et on adore Product Board. Ça permet vraiment de trier tes feature requests comme ça. Et c'est vraiment, vraiment cool. Ok, Product Board, ça me plaît ça. C'était Jonathan Lefebvre, je sais pas si tu le connais, Captain Train, Trainline, etc., qui avait écrit un bouquin super sur l'excellence du service client et qui disait en gros, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé pour ceux qui écoutent souvent, mais qui disait que ils étaient capables de répondre à un tweet 18 mois plus tard en disant tiens, la feature que tu nous as demandé il y a 18 mois est prête. C'est exactement ça. Et ça, c'est fantastique. Ça, aujourd'hui, c'est trop cool parce qu'il y a vraiment des features qu'on a sorties et que les gens attendent depuis un moment. Là, il y en a une qui va sortir cette année. Ça fait 2 ans qu'on a la demande. C'est juste ça c'est monté en flèche aussi pendant 2020 et le Covid, et donc du coup, on l'a repriorisé. Mais je sais qu'il y a des gens qu'on va recontacter il y a 2 ans, tu vois, on va leur dire hey, c'est sorti, non seulement on l'a fait, mais en plus on l'a fait de façon un peu cool. Ça, c'est intéressant aussi, on pourrait y passer des heures, mais c'est le rôle de ton associé, la priorisation dans vos métiers, dans tous les métiers d'ailleurs, dans tous les métiers de la tech, parce qu'il y a la profondeur de tout ce que tu peux faire est infinie, mais il faut choisir pourquoi tu veux faire ça ou ça en premier, selon les ressources que tu as, et ça, c'est pas forcément qu'une notion de chiffre d'affaires ou chiffre d'affaires immédiat. C'est plein de paramètres qui rentrent. En fait, et l'écueil qu'il faut éviter, c'est de faire du sandwich, quoi. C'est-à-dire que tu vas empiler tes features sans aucune cohérence, et en fait, ça fait juste un truc informe et avec un goût un peu fade. Et donc ça, c'est absolument évité. Et du coup, tu as 2 façons, en fait, de prendre tes feature requests. Le premier, c'est la source, c'est tes clients. Tu regardes un petit peu qu'est-ce qui est important pour eux. Pour les clients, pour lead, parce que tu as aussi perdu des deals pour certaines features. Donc ça, c'est OK, c'est important pour eux. Ensuite, tu as la stratégie. Quels sont les axes que nous, on veut prendre? Est-ce que du coup, ces features-là sont en accord avec les axes qu'on veut prendre? Et du coup, tu fais déjà un premier tri. Et le troisième truc, c'est que tu as des features que personne ne veut, mais que tu sais que toi, sont importantes. Et ça, c'est pour le coup, c'est de l'ordre de la vision, entre guillemets, ou du truc que tu veux donner. Et on aurait une comme ça à me citer, alors, soit que vous avez faite, soit que vous avez envie de faire? Écoute, personne... c'est une bonne question, ça. Si, il y a un truc que moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse bientôt, je pense, j'imagine, mais tu vois, je pense que j'aimerais que Livestorm, en fait, devienne vraiment un espace de travail, un workspace, un peu comme Slack. Et donc, du coup, en fait, sa propension, ça va être de s'immerger dans l'organisation qui utilise Livestorm. Ça veut dire que ce que j'aimerais, c'est plutôt que, si on pousse à l'extrême, c'est des choses très bêtes, mais dire que quand tu vas sur l'URL app.livestorm.co/orange/webinar pour leur webinar, bah c'est chouette. Mais moi, si on pouvait faire genre orange.fr/webinar, et en fait derrière, en fait c'est Livestorm. Tu vois, ça permet de donner en fait quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus immergé dans la boîte. Et ça, c'est cool. C'est un petit exemple. Il y en a plein d'autres. J'ai celui-là qui me vient en tête spontanément. Mais aujourd'hui, personne ne le fait. Alors tu peux avoir des sous-domaines, des machins, orange. Quelque chose. Mais c'est pas ça moi ce que je veux, c'est que vraiment les gens ils se l'approprient l'outil, quoi, que ça devienne vraiment partie de leur organisation. Et pour ça, un truc aussi symbolique que le domaine, l'URL, c'est cool, tu vois. Je suis en train de regarder du coup évidemment ton site et je vois, je regarde un peu l'onboarding, je mets s'inscrire gratuitement, et là je vois le testimonial de Stan Masueras, European Sales Director d'Intercom. Alors, c'est la MIF. Quand Stan dit après avoir testé plusieurs solutions, nous avons unanimement décidé d'utiliser Livestorm, et que c'est en plus Intercom qui a une street cred de ouf, on l'embrasse, mais là c'est la classe, je t'avoue que c'est pas mal. C'est un mec très cool, franchement. Il a tellement aidé la boîte à tout un tas de niveaux, à tout un tas d'égards, que voilà, c'est vraiment cool. Et quand tu es aussi un des marketing manager de ABTC, Mailjet, ouais, c'est bien. T'as des trucs en toco, t'as des belles
On se plaint bref. pas. On a des beaux clients, on est content. Du coup, j'allais demander, je sais pas moi, un code promo pour mes auditeurs, mais je sais pas comment on peut faire ça parce que il y a un essai gratuit déjà, c'est ça? Ouais, il y a un essai gratuit. Donc, en fait, l'essai gratuit, c'est pas vraiment un essai, c'est vraiment une sorte de freemium un peu limité, Ok. dans lequel tu peux avoir 20 minutes d'événement. T'as accès à toutes les features, t'as accès à absolument tout. T'as juste 20 minutes d'événement et je crois que c'est 10 participants de mémoire. Et ça te permet de tester le truc, soit entre collègues si vous voulez tester, ça permet d'avoir un usage perso aussi, ça peut être possible. Et donc voilà, et quand vous êtes prêt et que vous connaissez un peu la plateforme, vous pouvez aller prendre un T'as pas abonnement. une logique de code promo quand même? Mais si, mais je te l'envoie après parce que là je l'ai pas en tête, le Discord. Mais- Bon, vous irez, vous mettrez Do It, on va essayer de faire ça, Ouais. D-O-I-T, Ouais. et puis on verra ce que Ça marche. tu nous offres. Ça roule. Ok, c'est hyper intéressant. Alors, raconte-moi comment tu passes, parce que donc t'as quel âge, tu m'as pas dit? Très jeune encore. J'ai eu 30 ans en novembre. D'accord. Ouais. Donc tu as créé ça à peine 25 ans, à peine sorti d'école. Tu as quand même pris un job entre la fin d'éthique et... Non, pas du tout. Vraiment, on a été diplômés, je crois, fin décembre, au 1er janvier. 2 semaines plus tard, on était dans les bureaux, on commençait à taffer, quoi. Sur ton LinkedIn, tu avais besoin de montrer, de faire semblant que tu avais pris un job, je sais pas, Non, chez Mansion. Oui, c'est d'alternance. C'était une alternance en ouais. 2015. C'est là où on a eu l'idée de faire du... Voilà. Belle boîte aussi, Mansion. Ouais. Et un peu de freelancing, du coup, aussi. Ouais, j'ai fait pas mal de freelance. Alors, tu vois, enfin, on peut en parler, mais c'est marrant. Genre, quand tu fais une alternance, après, potentiellement, tu peux avoir accès à Pôle emploi, ce qui est une chance incroyable parce que du coup, tu as cet immense incubateur qui est Pôle emploi où en fait, tu peux, en tant qu'étudiant, te lancer et finalement, tu passes de étudiant à chômeur avec un salaire finalement un SMIC qui est celui de l'alternant. Enfin, bref. Et donc, c'est pas beaucoup quand même, hein, après l'alternance, si. ouais, c'est pas beaucoup. Non, mais vraiment, c'est pas beaucoup. Mais ça fait, toi, Tu peux te payer un loyer. tu peux te payer un loyer. Enfin, tu peux faire un truc. C'est pas un lifestyle incroyable, mais en vrai, de passer d'étudiant à chômeur, ça change pas énormément. Tu vois. Donc ça va. On a eu de la chance là-dessus. Et donc du coup, à la fin de tes droits, on a fait aussi un peu de freelance pour essayer de mettre pendant 1 mois ou 2, histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards. Et puis après, on a levé et puis c'était réglé, quoi. Mais comment tu lances ça et comment tu lèves? Parce qu'en fait, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait déjà plein d'acteurs. Il y en a déjà plein, il y en a probablement encore plein qui se lancent. Ouais. C'est un marché qui est colossal. C'est 50 milliards. 50 milliards. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement il y a 50 milliards, mais en Europe, il n'y a personne. En Europe, il n'y a personne. Enfin, tu as forcément des gros qui sont aux États-Unis et qui, du coup, ont des branches. Mais d'autant, certains vont te dire il y a Skype, il y a Teams, il y a Zoom, il y a. Alors, tu vas me dire, mais c'est pas du tout la même chose, mais oui. Il y a je sais pas, j'en sais rien, il y en a plein, même des trucs que je peux pas te citer parce que sur lesquels je me suis déjà connecté 20 fois, qui marchent certaines très bien, qui marchent pour certaines pas du tout. Mais le fait d'avoir une position européenne, d'avoir une image européenne, c'est intéressant. Ça devient vraiment un argument marketing, tu vois. On a travaillé avec la Commission européenne, on travaillait avec le NHS en Angleterre, qui est l'équivalent du système de santé ici, quoi. Et je pense qu'on n'aurait pas eu cette empreinte européenne, on n'aurait pas réussi. Donc, quelque part, c'est important aussi, tu vois. Vraiment. Excuse-moi, tu as posé tu parlais d'un truc juste avant et j'ai complètement zappé, je voulais rebondir dessus. Non, je te demandais lever, je sais plus, je me suis. Ah oui, comment on a démarré? Ouais, comment t'as démarré? Parce qu'en effet, je veux dire, ce sujet en plus est vaste, te dire que tu vas partir. Alors, vous étiez tous les quatre là-bas. Je subodore qu'il y en avait un qui était plus technique que les autres. Oui, ce que je disais. Donc, on a Tom qui est CTO, qui est pour le coup beaucoup plus technique. Vincent aussi qui est beaucoup plus technique, mais sur des sujets différents, sur du front-end, sur celui qui a fait les premières version du truc vidéo qu'on utilise, et Robin sur la partie produit, donc un peu plus macro, quoi. Et moi j'avais un passé de product / marketing grosse, donc voilà. T'es le CEO aujourd'hui. Oui. Donc t'es le chef. C'est dans le titre. Comment tout ça s'est décidé et tu dis c'est dans le titre, mais c'est quand même bien d'avoir même dans des associés un chef, parce que mais tu vois, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'en fait, quand je regarde, mais c'est encore un des trucs à rajouter à la liste de on a eu de la chance, bordel. C'est
C'est que ça s'est fait spontanément. Je me rappelle encore aujourd'hui, le jour, hein, on est passé, je sais plus par quel truc, merde, qu'on appelle ça, c'était Captain Contrat, tu sais, tu vas en ligne, on était en train de prendre l'apéro avec eux, on va créer la société, on va l'incorporer, on fait le truc en ligne, on se dit, bon, ouais, vas-y, on va foutre, je sais pas, 1000 balles, 1500 balles pour faire le capital social et YOLO. Donc, pas d'avocat, vous avez fait ça On a fait ça, il y en a plein. La première version, on a fait ça comme ça. J'ai gardé encore le récépissé d'ailleurs, ça me fait marrer, il est sur mon bureau. Et puis, il fallait mettre, tu vois, il y avait dans le formulaire, il fallait mettre, ok, bah, qui était le président directeur général. Puis je fais, bah, vas-y, toi, non? Ça s'est fait comme ça. C'est con, hein, mais ça s'est fait comme ça. Il m'a fait, bah, puis ils étaient tout à fait fine avec le fait de dire, bah, de toute façon, il faut quelqu'un pour le faire et c'est naturel. Enfin, moi, j'avais plus ou moins pris ce type de position sur les projets spontanément, tu vois, même projet étudiant, c'est bête, mais t'as toujours un project manager et j'avais pris un petit peu ce côté-là. Et donc, j'imagine que c'est pour ça que spontanément, ils m'ont dit, bah, de toute façon, il faut bien qu'il y ait quelqu'un et je pense que c'est simple que ce soit toi, quoi. Vous avez fait 25-25-25 Ouais. 25, il en manquait un, je crois. Ouais. 4 fois 25. Ouais. D'accord. Et vous êtes lancé avec 1500 euros, vos petites mimines, un petit ordinateur chacun. Et avant le lever, quand vous êtes allé voir Aglaé, par exemple, vous aviez fait quoi? Alors, Aglaé, c'était la deuxième levée. La toute première levée en seed, c'était en juin. Avec 2015 2017. 2017, ouais. Ouais, 2017, ça nous restait 2 ans quand même, hein, sans lever, vraiment avec des bâtons de bois et puis Pôle emploi, quoi. Mais donc, pendant ces 2 ans, vous avez sorti un produit qui marchait. Ouais. En fait, alors je peux te raconter, mais en janvier 2016, on prend le produit qu'on avait présenté à l'école pendant le jury, parce que c'était un projet de fin d'études. Hein. D'accord. Ah merde, attends, je recommence par là, alors je reprends un an en arrière. Mais à la base, c'est un projet de fin d'études Lifestyle. Donc on devait à Ethic, en 5e année, tu dois faire un produit, tu dois avoir un BP et tu vas avoir des users potentiellement. Enfin bref, vraiment faire comme si tu montais le truc, quoi. Donc, chez Mention, je fais d'alternance, je fais des webinars, je me rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Du coup, on prend ce créneau-là. D'ailleurs, à la base, on voulait même faire du B2C. En fait, on s'est dit B2B, c'est quand même un peu plus sympa, donc on fait ça. Et en 3 mois, on fait un POC. Ça marche bien. Et non seulement ça marche bien, mais on décide de streamer notre presse. Et on décide de streamer finalement la presse de tout le monde pendant le jury. Et on se trouve à avoir pendant 8-9 heures, on stream. Et là, t'as des centaines de personnes qui se connectent en permanence, qui chattent et qui sont trop refaites. Nos boss qui se connectent. D'accord. Et genre des familles ou des choses comme ça potentiellement. Ouais, voilà. Ouais, alors, je sais plus c'est des familles, mais en tout cas, il y avait des potes, c'est sûr, des potes des mecs qui passaient, il y avait nos profs, il y avait les boss pendant nos alternances qui s'étaient connectés aussi. Et là, tu dis, merde, c'est cool quand même. C'est cool et ça marche, quoi. Et ça marche. Et donc, du coup, on attend la fin de l'année pour laisser un peu mûrir le truc. En décembre, on est diplômé et on se dit, bon, bah, on y va, quoi. Et en janvier, on se lance 1er janvier ou 2 janvier en 2016. On a des locaux parce que, encore une fois, bordel, j'ai eu de la chance, item numéro 38. L'école nous file des locaux, gratos. À Montreuil. Ouais. Tellement, à ce jour, c'est les locaux les plus grands qu'on ait jamais eu. Hein. On pouvait faire du vélo dedans, c'est incroyable. Et donc, voilà, on se lance entre janvier et mai. Donc, en mai, on incorpore la société et on fait le lancement officiel, je crois, autour de mai-juin 2016, en gros. Et au moment où on lancement officiel, tout d'un coup, je me souviens encore, on est dans les bureaux, et là, il y a une notif Slack qui apparaît, Stripe, boum, premier client. Ouais. Stripe. Non, pas Stripe, non, c'est une notification Stripe dans Slack. Je me suis dit, putain, le Stripe en premier client, là, c'est... Ouais, je serais pas là, j'aurais fait un Odem. Donc, donc le Stripe, c'est le logiciel qui permet de payer, vous les voyez passer, mais souvent, en ligne, on paye beaucoup via Stripe. Tout à fait, en CB, etc. Et donc là, notif Stripe dans Slack. C'était qui ton premier client? Alors Factomos, c'est un logiciel de facturation pour les PME ou les TPE en France. Et c'est marrant parce qu'ils sont restés clients très longtemps. Ils sont restés très longtemps et j'ai toujours un affect personnel pour le patron parce que c'est mon premier client, quoi. Ça restera jamais mon premier client. Tu vois, donc c'est rigolo. Et ton premier client, alors c'est bien, souvent il est arrivé vite, tu me le dis. Est-ce que ton deuxième et troisième sont arrivés vite aussi ou est-ce qu'il y a eu des grosses traversées du désert? Non, pas tant que ça. Écoute, on n'a pas fait non plus des volumes incroyables, mais tu vois, entre, je dirais, juin où on signe le premier, à la fin de l'année, on doit avoir peut-être une quinzaine ou une vingtaine de clients. Toujours en self-service, toujours ce système self-service. En fait, vous mettez la carte bleue un peu à la Netflix, vous payez quoi. Et
Et en fait, avec le recul, on était tout frais, quoi. On se rendait pas forcément compte, mais il y avait quand même des jolis noms. T'avais les éditeurs de Paybox, qui était une solution de paiement allemande, je crois, qui avait pris un abonnement Livestorm. Il y avait, comment on appelle ça, Mon Docteur, qui avait pris, et on connaissait peu ces boîtes, tu vois, et on se rendait pas forcément compte, mais en fait c'était quand même assez chouette. Et grâce, hein, c'est ça. Ouais, tout à fait. Oui. Et voilà. Podcast, super épisode. Ouais. Et puis et voilà quoi. Et on avait une quinzaine de clients, une vingtaine de clients à la fin de cette même année. Et puis je sais pas, de fil en aiguille, ça. Et un client, il rapportait combien, juste pour comprendre? 100 balles environ, 100 balles par mois. Donc, tu as 20 clients, tu fais 2000 € de MRR, Monthly Recurring Revenue, donc du revenu récurrent mensuel. En fait, et ce qui est intéressant de voir, donc c'est toutes les, on va dire, les métriques, les North Stars, l'étoile polaire qu'on cherche à regarder en ce moment, le MRR notamment. C'est pas tant que si tu fais 2000 € par mois en MRR, c'est bien, surtout après un lancement, mais c'est de voir la croissance de ce MRR, semaine après semaine et mois après mois. Si tu arrives à quelques pourcents par semaine et quelques dizaines par mois, en fait, finalement, quand tu passes de 2000 à 2002, puis de 2002 à 2005, puis de 2... Et en fait, ça monte très, très vite. C'est exponentiel, parce que si tu fais 20% de croissance tous les mois, ça se rajoute, ça s'empile, tu vois, 20% de 2000, puis 20% des 20% de 2000, etc., etc., etc. Et tu as des gros coûts en face? Tu as des gros coûts en face ou pas? De streaming, oui et non, service ouais, un petit peu plus qu'on va dire un SaaS traditionnel. Alors aujourd'hui beaucoup moins parce qu'on a vraiment optimisé comme des bêtes, mais à l'époque oui un peu plus. C'est-à-dire que par exemple un software traditionnel, t'as tes serveurs AWS, Azure, OVH, enfin peu importe. Et en plus nous on avait une deuxième couche qui est du coup la fonction vidéo qui allait se rajouter en plus. Donc on a peut-être une marge un petit peu plus basse que le SaaS traditionnel. Donc le SaaS traditionnel, tu vois, t'es peut-être je sais pas 90% de marge brute, tu vois. Voilà, on était un petit peu en dessous quoi. Mais ça. Et tu as alors ensuite quand tu fais ça j'essaie juste de comprendre. Vous avez été rentable à un moment ou pas? On a vraiment joué avec la rentabilité de très 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 près parce qu'en fait, quand on lève en juin 2017, on va lever 500 000 balles et on ne relève pas ensuite avant juin 2019. On va rester 2 ans avec 500 000 balles. Oui. Et donc en fait, on a toujours eu cette approche hyper efficace de l'acquisition, zéro commerciaux, traction organique. Voilà, on mise sur des choses qui sont gratuites entre guillemets. Et avec une maîtrise du CAC, ce qui fait qu'en fait, on était toujours sur la limite. Genre, tu vois, au moment où on lève, je m'en fous, je peux le dire maintenant, au moment où on lève la série A, on avait encore la moitié du fric sur le compte, quoi. 250 000 €, d'accord. Donc vous étiez quand même assez... Alors, ou alors vous gagniez... Maintenant, tu gagnais beaucoup d'argent, mais bon, c'était pas... Ouais, donc c'est intéressant en 2 ans d'avoir dépensé 250 000 €. Peut-être que vous êtes remonté à un moment, mais... L'idée, en fait, c'était d'avoir vraiment un coût d'acquisition. On savait qu'on avait un remboursement, un payback de ce client qu'on venait d'avoir dans les 3 à 4 mois grand maximum, tu vois. Parce qu'on savait qu'ils allaient rester du coup plus longtemps, mais qui du coup allaient devenir en fait positifs après 3 mois et on gagnait de l'argent là-dessus, quoi. Donc 3 mois, c'est par rapport à ton coût d'acquisition. Donc tu sais qu'un client, par exemple, là te rapporte combien en moyenne par mois à l'époque, je sais pas. Alors à l'époque, ça va être 100 balles. Aujourd'hui c'est le double, mais voilà quoi. Donc si te rapporte 100 € par mois, tu dois pas le payer entre guillemets ton client plus de 300 €. Quoi. C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. 300 €, c'est pas mal quand même pour un client, mais en coût d'acquisition. Mais en effet, toi, si tu sais qu'il va rester 18 mois... tu sais, le benchmark dans le SaaS, il y a plein d'études. Les mecs, c'est des paybacks, déjà des remboursements à 12 mois. Donc avec des cas qui tournent à 1500 balles, donc des coûts d'acquisition qui tournent à 1500 balles. C'est vraiment pas commun de voir ça. C'est vraiment commun de voir ça, je veux dire, dans le SaaS, dans le software, quoi. Nous, on est arrivé avec notre petit produit avec un coût d'ac un peu ridicule par rapport à eux. Les mecs étaient là. En fait, le premier feedback qu'on nous faisait, c'était putain, c'est efficace comme machine, tu vois. Ça, c'est cool. Et en fait, on était arrivé à un point où on maîtrisait tellement les unités économiques qu'on était capable de dire si on mettait 1 million d'euros là, on savait que dans X temps, on allait récupérer exactement 150 clients, enfin j'ai une connerie, mais 1500 clients, un truc comme ça, quoi. Et l'idée de lever, donc, c'est d'accélérer, c'est tout? Ouais, alors il y avait plusieurs choses. Il y avait l'accélération, et c'est au-delà de l'accélération, la capacité d'expérimenter aussi sur l'acquisition, de multiplier les canaux. Deuxième truc, c'était de construire une équipe commerciale qui n'existait pas. Enfin, ça, je parle de la série A. Donc, c'est de construire une équipe commerciale parce qu'elle était inexistante.
et qu'on commençait à avoir des gros leads qui arrivaient dans le pipe et développer l'équipe produit parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à utiliser Livestorm pour autre chose que du webinar. Il s'est passé du meeting, il y avait une diversification des cas d'usage et on devait y répondre côté produit. Mais pour ça, tu dois faire de la feature, embaucher des gens et voilà. Et alors, j'aurais pensé que moi, les coûts étaient énormes. Et donc, ce que je comprends, c'est que c'est pas tant le cas. Ouais. Parce que la vidéo, on parle de peer-to-peer là ou pas? Est-ce que vous hébergez vous quelque part la vidéo? Est-ce qu'elle passe chez vous Alors, c'est un peu technique, mais je vais le résumer simplement. En gros, aujourd'hui, nous, on stocke, si tu veux, nos données. La base de données sont en Irlande. Donc, ça veut dire que les replays, les bases clients sont en Irlande, en Europe, etc. Pour ce qui est de la vidéo, on va passer par un tiers pour le gérer. C'est une technologie qui est tierce, donc comme un SDK, comme une API, si tu veux. D'accord. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est... On utilise WebRTC. Donc WebRTC, c'est Real Time Communications. Le RTC, ça veut dire ça. Okay. WebRTC, c'est un protocole qui te permet à la base de faire une communication audio et vidéo en pair à pair. Donc pair à pair, ça veut dire qu'il n'y a pas de serveur entre les deux. Tu vas vraiment échanger des données d'ordinateur à ordinateur. Voilà. Ça, c'est un protocole ou c'est une société? Non, c'est un protocole qui est open source, qui est devenu il y a assez récemment un standard de la vidéo au même titre que HTML ou CSS. Donc vraiment par l'IETF. Donc open source, ça veut dire que tu peux l'utiliser gratuitement. Exactement. Ouais. La limitation que tu vas avoir maintenant avec WebRTC, c'est que t'es limité en fait à, je sais pas, 15. Tu veux que je vais mettre la petite casquette pour je prends une photo de Gilles. Ouais, exactement. ouais. Ah, mais j'ai le casque, laisse tomber. Non, je disais, et en fait, la limitation que tu as avec le WebRTC, c'est que à partir, on va dire, une quinzaine, pour faire simple, une quinzaine de participants, bah, la machine ne suit plus. Parce que c'est vraiment des échanges entre machines, des échanges entre navigateurs, et du coup, ça ne suit plus. Donc en fait, comment tu fais pour faire du WebRTC? Parce qu'on voulait faire du WebRTC, quelque chose qui fonctionne dans le navigateur, qui soit open source, qui soit privacy by design, entre guillemets, parce que c'est vraiment des flux encryptés. Et ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est passé par un tiers qui fait ce qu'on appelle une gateway WebRTC. Et la gateway, donc WebRTC, donc une porte WebRTC, ça fonctionne comme une antenne 4G. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils se mettent entre les deux ordinateurs, ils mettent une espèce d'antenne 4G au milieu et qui va répliquer les flux WebRTC qui permettent tout d'un coup de ne pas être limité à 15, mais de pouvoir scaler ce stream à 10, 1000 participants en live. Donc voilà, donc ce tiers assure cette gateway-là pour nous, quoi. Et donc eux, tu les payes. Et c'est eux qu'on paye, exactement. Mais moins cher que si tu avais... Voilà. Et donc, il y a un an, n'importe quoi, il y a 5 ans ou 4 ans, oui, on payait littéralement, si tu prends à la minute, on devait payer 4 fois plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui. En fait, pour qui c'est dur dans tout ça, c'est les tuyaux, quoi, du coup. C'est Orange et ou peut-être Google d'ailleurs qui ont des tuyaux aussi de plus en plus à travers. Eux, ils assument des gigabits de passage. Ouais, et encore, je vais te dire, nous on est mignons encore une fois, on a 3 boulangeries combinées, donc faut pas. Tu vois, mais par exemple, tu prends Netflix, effectivement, c'est pas du tout le même délire. Tu fais 10 millions de CA? Hein? Tu fais 10 millions de CA? Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que il a dit 3 boulangeries confinées. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. J'ai compris, d'accord. Et ce que je veux dire. C'est le cas ou à peu près? C'est ce que vous faites aujourd'hui, 10 millions de CA? Je sais plus exactement. Oui, je peux pas disclose, tu le sais très bien parce que c'est un espace un peu stratégique, mais on est dans cet ordre d'idée pour faire simple. Ouais. Et en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si tu veux, il y a un stress sur l'architecture. Mais en fait, le stress, il n'est pas sur la vidéo. C'est ça qui est marrant, en fait. Quand je dis vraiment que la vidéo, c'est pas important, c'est que pour le coup, ça l'est vraiment pas. Le stress, il est sur la capacité à connecter X milliers de gens en l'espace de 10 millisecondes, littéralement, sur une room. Et tout le monde va recevoir des messages, envoyer des messages, recevoir des mails, avoir un stream qui s'allume. Tout ça, c'est de la communication. Tu vois, tout ça, c'est des écritures en base de données ou de la lecture en base de données. Et ça, faut pouvoir être capable de le faire en l'espace de 10 millisecondes. Donc, c'est pas un sujet vidéo, en réalité. C'est un sujet d'être capable d'envoyer et de recevoir des informations depuis une base de données en l'espace de 10 millisecondes. De les traiter et de les interpréter, etc. C'est du scale pur sur des pics comme ça. Genre, par exemple, tu prends on est quel jour là? Jeudi? Non, on est vendredi. Non, on est jeudi. On est jeudi, exactement. Ouais. Bah voilà, jeudi 5h, c'est bison futé rouge. Tu peux être sûr qu'on va avoir un gros pic sur la base de données à 5h. Parce que tout le monde en fait à ce moment-là. Et donc, du coup, faut le prévoir. C'est-à-dire que tu auras des instances qui vont se lancer, des instances des serveurs, j'entends, qui vont se lancer pour pouvoir assurer la charge, faire en sorte que les connexions de temps réel se fassent bien dans le temps imparti, et voilà, quoi. Ouais, parce que ça nous semble tout ça normal aujourd'hui, parce que voilà, mais
Ça me fait un peu penser, en effet, ces Bison Futé Rouge, comme tu le dis, quand tu fais un 20h. Alors, moi, à l'époque, c'était quand j'en ai fait, c'était Claire Chazal en l'occurrence, mais voilà, quand tu as une armée de personnes qui débarquent sur ton site internet en même temps, qui fait les mêmes choses et les mêmes choses, t'as tout qui tombe, quoi. Et donc, vous avez ces habitudes-là parce que c'est toujours du live et du temps réel. Exactement. Question d'ailleurs à ce propos, est-ce qu'il y a, tu dis jeudi 17h, donc ça c'est des horaires, j'imagine pour les Français, c'est pas... non mais je veux dire, là c'est parce qu'en France, jeudi à 17h, si worldwide, si vous êtes répartis bien dans le monde, c'est plutôt, enfin c'est, on va dire, Europe de l'Ouest, côte Est. Est-ce qu'il y a des meilleurs moments pour faire des lives ? Tout à fait, il y a des meilleurs moments pour faire des lives, et il n'y a rien de... Il n'y a rien de très sorcier. Si vous avez déjà fait des RP dans votre vie, c'est sensiblement les mêmes règles. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez le mardi, le jeudi, le lundi parce que les gens ont autre chose à faire, le mercredi parce que culturellement, il y a souvent des activités, et le vendredi parce que tout le monde s'en fout. Donc en gros, le mardi, le jeudi, en fonction de là où vous êtes, donc que ce soit en France ou ailleurs, ça va être soit en fin de journée, quand les gens commencent à décrocher et faire quelque chose, et qu'ils ont fini de catch-up sur les mails ou j'en sais rien. Donc 11h, ça marche plutôt bien. 17h, fin de journée, ça permet aussi d'avoir un overlap avec les États-Unis, avec d'autres continents, donc c'est assez chouette, 5 heures. Et pareil, les gens sont peut-être un petit peu moins contraints par les obligations du travail 17 heures, et puis on est juste avant de partir, donc ça marche bien, quoi. Parce que ça, tu dis ça, tu as les données, toi, tu sais par rapport au nombre d'invités, combien de personnes se connectent, etc., quels horaires, etc. On a même une page sur le site qui s'appelle Webinar Statistics, où en fait on montre même par industrie en fait quelles sont les tendances, qui sont en fait sensiblement les mêmes en réalité, mais tu vois les tendances avec le nombre de participants, avec Je mettrai le lien, d'accord. Ouais. Ça c'est top parce que même tu vois, moi j'ai une tendance sur les lives que je veux faire à me dire tiens, des talks, tu vois, pour faire des lives avec peut-être des CEO sur des sujets sur LinkedIn ou sur YouTube ou sur Livestorm peut-être, mais j'avais une tendance à vouloir faire des lunchs, tu vois. Je me disais finalement, le lunch, c'est peut-être pas con parce qu'en soi, t'es dispo à la limite. Enfin, en tout cas, quand tout le monde était confiné, t'es un peu dispo à l'heure du lunch, quoi. Maintenant. Mais tout dépend du contenu, en fait. Encore une fois, tu vois, ça se trouve, t'as une audience qui a envie d'un certain type de contenu. Et tu dis, je vais faire. Tu sais, il y avait un truc qui se faisait avant dans un monde pré-Covid, ça s'appelait le brown bag lunch, je sais plus exactement. Tu sais, c'est aux États-Unis quand tu prenais le petit sac en papier où t'avais censé avoir ton lunch et sac noir un peu opaque, là, marron, pardon. Et donc t'amenais ça et t'as invité quelqu'un d'externe à la boîte qui venait pour parler de ce qu'ils font ou de leur expertise et tout le monde écoutait en bouffant, quoi. Sensiblement la même chose. Pourquoi pas, au final? Tu vois, si tout le monde est OK avec ça, ça marche. Pourquoi pas? Vous avez des petits secrets d'associés, de manière de fonctionner entre vous Ouais, enfin, des secrets, non, il n'y a pas vraiment de secrets, mais ce qui est marrant, c'est que pendant très longtemps, on le fait encore aujourd'hui, il y a peut-être avec un petit peu moins de récurrence, mais on l'a fait jusqu'à très très tard. On avait la séance du psy du vendredi matin, quoi. Et entre nous, j'entends. D'accord. C'est-à-dire qu'on se réunit, on est tous les quatre pendant toute la matinée ou 2 heures, quoi. Et puis, soit on a des sujets très précis et on les traite un par un, on en parle. Ça peut être des sujets très micro sur un truc qui s'est passé en particulier avec une personne, avec une feature, avec du code. Comme ça peut être un truc très macro, très stratégique, lever, pas lever, enfin, tu vois, des conneries comme ça. Ou alors parfois on discute de tout et de rien, quoi. Et je sais pas comment ça se passait ton déménagement, machin, enfin tu vois, et ça permettait en fait d'avoir un moment où on avait ce small talk dont on parlait tout à l'heure, où on peut se retrouver et c'est marrant parce que en fait je me suis rendu compte à cette heure que les gens évidemment savaient qu'on se voyait, sauf que personne ne savait ce qu'on se disait. Et tout le monde avait l'impression que c'était une espèce de messe basse où en fait ils se tramaient les trucs un peu comme les couloirs de l'Élysée, tu vois, un truc, alors qu'en fait c'était ni plus ni moins qu'un moment de se retrouver comme on faisait avant, quoi. Nous, on le fait au déj du vendredi midi désormais, depuis les confinements, parce qu'on avait perdu ces small talk et du coup, on s'astreint à déjeuner ensemble en visio, quoi. Et je trouve ça intéressant. Ok, d'autres petits, je sais pas, petites manières de travailler originales ou... Manière de travailler, je sais pas, non, pas forcément une manière de travailler très originale. Si tu veux, j'ai des anecdotes marrantes, en l'occurrence. Mais je peux t'en donner. Ah, vas-y. Non, mais tu vois, je sais pas, il y en a qui sont obsédés par leur mail, inbox 0, il y en a qui sont obsédés par... oui, c'est vrai, t'as raison. Moi, j'ai vraiment des tocs avec ça. Vraiment, c'est l'inbox 0.
J'ai appris en stage de 4e année à me servir de Gmail avec les shortcuts, tu vois, où tu peux en fait tout faire avec ton clavier et avoir une inbox zéro tout beau, tout propre. Alors ça, je les partage souvent, je l'ai fait plusieurs fois, je vais le refaire sur ma newsletter. Les shortcuts Chrome et Gmail, c'est pas les mêmes toujours. Ouais. Et alors moi, je ne vis que par ça. Bah, vas-y, tu n'auras pas. Hein. Je peux expliquer comment je fonctionne avec ça. C'est peut-être que ça servira à quelqu'un. En gros, moi, je fonctionne de deux façons. En gros, tu as les mails qui sont importants, tu as le reste. Donc, c'est séparé en deux sections dans Gmail. Dès que je mets une étoile sur un email, il part en fait sur la section important et je considère cette section comme étant une to-do à traiter dans un espace donné, dans un espace de temps donné. Pour chaque mail individuellement, dès que je vois un email, je sais que je peux y répondre en moins de 5 minutes, je le fais, sinon je le mets dans les trucs importants pour plus tard. Et ceux qui sont pas notés en important et qui ils partent quand même dans les limbes de ton... Non. C'est simple, hein, c'est X et E pour archiver. Donc si je vois que ça n'a aucun intérêt, je sélectionne le mail, je l'archive jusqu'à ce que je prenne que ceux auxquels je dois vraiment répondre. Alors moi j'ai E pour archiver, mais X... X c'est sélectionner. Tu sélectionnes le mail et tu navigues avec ta petite flèche. Un autre truc que j'ai fait qui a très bien marché pendant très longtemps et qui continue de marcher d'ailleurs, c'est marrant, c'est... j'avais des filtres sur Gmail, et donc faire des filtres, et tu peux du coup aussi faire des transferts automatiques. Et donc j'avais tout un tas de filtres, je crois une bonne 50aine, où je savais que tel type de mail, j'allais pas le traiter, et j'allais le forwarder, le transférer vers la bonne personne. Et donc ça transfère automatiquement à mon associé, à machin, un truc. Et notamment aussi à un bot. Donc un bot avec un outil qui s'appelle Mail Parser, M-A-I-L Parser, P-A-R-S-E-R, et qui récupérait le contenu du mail, et qui ensuite l'envoyait où tu voulais. Et moi, j'utilisais pour la compta. C'est-à-dire qu'en gros, dès que j'avais des emails avec un PDF et une facture, je l'envoyais vers le bot. Le bot prenait le PDF, prenait la facture, je l'envoyais ensuite dans un Zapier, un truc d'automatisation, et qui me le mettait sur un drive partagé avec la comptable. Voilà. Et comme ça, j'avais pas à faire la compta, ou en tout cas beaucoup moins. Pas à forwarder, parce que des machines à forwarder des mails. Et en fait, le truc, c'est que ce qui est cool avec les filtres, c'est que tu peux même dire, ce qui pleut, tu l'archives, tu le transfères, tu mets un tag compta pour le retrouver, et c'est tout. Et on s'en fout, t'as pas besoin. Toi, tu le vois même pas passer. Je le vois même pas passer. Et je sais que ça va arriver dans le bon drive, et si jamais je dois le chercher, je sais où le chercher. Quoi. Et donc, c'est plein de petits trucs comme ça. Moi, j'ai besoin de savoir quand même qu'il est passé. Tu vois, j'ai besoin de savoir, tiens, ce truc, ok, la facture, elle est venue et je sais où elle est allée, mais c'est difficile d'être complètement aveugle, tu vois. Le CFO va péter un boulard en m'entendant dire ça, mais en vrai, tu vois, si vraiment tu dois payer une facture, t'inquiète pas que les mecs ils vont te relancer et que tu vas le voir passer ta facture. Donc... Mais si à chaque relance, en fait, ça va direct archiver et dans le machin, bon... justement, après, tu peux même faire un filtre. Si tu vois relance dans le mail, tu me marques en important et tu le mets dans la bonne section et c'est fini. Pourquoi s'emmerder à faire des trucs manuellement quand tu peux tout automatiser ? Ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Comment est-ce que tu progresses ? Comment je progresse ? Tu veux dire d'un point de vue pro, perso ? Peu importe. Pro, je considère que je sais pas tout sur tout. Tu vois, j'ai 30 piges, c'est ma première boîte. Donc, j'apprends des gens avec qui je bosse, parce que malgré tout, c'est souvent des gens qui ont 10 ans d'expérience, 5 ans, donc plus d'expérience que moi, fondamentalement. Donc, j'apprends d'eux. Et parfois, le fait de discuter avec eux, alors qu'ils savent pas forcément, quelque part, on apprend tous les deux. J'ai pas mal de gens avec qui j'aime bien discuter, qui sont de l'ordre du mentor. Tu vois, on parlait de Stan, par exemple. Stan, c'est un super exemple. J'ai appris beaucoup de choses avec Stan. Donc voilà, coucou. Ouais. Et les invests. Et genre, pour le coup, tu vois, que ce soit Cyril ou les autres, toujours de super bons conseils. Et puis Cyril Guénoun, donc, qui est le copatron, partenaire de Aglaé. Aglaé étant le fonds du groupe Arnaud. Du groupe Arnaud, ouais, exactement. Ouais. Qui ont fait, ils ont fait des. Tu sais, c'est un fonds que moi j'adore parce qu'en fait ils sont sous le radar. Tu vois, ils font back market, Algolia, Slack, Airbnb. Et tu vois, ils sont pas. Et bizarrement, tu vois, LVMH, mais pas bling bling. Tu les as ils font pas de la com de ouf, mais c'est cool. C'est les mecs qui font quoi. Est-ce que quand tu as Aglaé, t'es plus facilement déployé chez toi LVMH ? C'est des sujets en cours. Donc ouais, bien sûr. Mais après, tu vois, eux, ils sont là pour faciliter le conduit, si tu veux. Ils vont pas closer le truc à ta place. Ils ont pas intérêt à le faire, sinon ça n'a pas de sens, t'apprends pas. LVMH, c'est un client comme un autre, avec des besoins comme des autres. Ça se trouve, ils ont besoin d'une feature ou d'un truc. Il y a un an, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a des discussions en cours et on verra. Okay. Mais eux, ils sont là pour te mettre en face des bonnes personnes. Et ils ont raison. C'est juste ça. Je n'ai pas vérifié si les échos utilisaient
Livestorm pour Les Échos. leurs événements, puisque c'est dans le groupe aussi. Ça pourrait, ouais. Ils nous font bien on fait beaucoup de RP avec les Échos, donc ça va. On s'y retrouve. Très bien. D'autres manières de progresser, tu lis, tu regardes des... Je faisais beaucoup de podcasts au début, tu vois. Je t'avais mentionné au tout début le podcast de Drift. C'est vrai qu'au début, j'écoutais assez régulièrement. Et j'ai un peu arrêté. J'ai un peu arrêté, au même titre que tous les podcasts business, désolé. j'ai un peu arrêté. Les livres, là, les livres, ça dépend desquels. Si c'est un sujet particulier qui est important, un peu stratégique, voilà, pourquoi pas. Mais Twitter, LinkedIn, j'évite aussi un maximum parce que je considère en fait que j'en ai plein la tronche toute la journée. Et tu vois, quand je fais la vaisselle en vrai, j'ai plus envie de me fendre la gueule que d'écouter encore du business. Donc ça c'est voilà. Et surtout je trouve que c'est souvent un peu toxique. Enfin, je sais pas comment décrire ça, mais je parle pas des podcasts pour le coup. Je parle vraiment du Twitter et LinkedIn. Je trouve quelque chose d'un peu toxique, au même titre qu'Instagram avec le corps et la personnalité. Et je trouve, tu vois, personne va dire sur LinkedIn ou sur Twitter, putain, ma boîte, c'est en train de couler, c'est vraiment la merde, les gars. Personne ne dit ça. En fait, t'as que des bonnes nouvelles sur. En fait, c'est le paradis des bonnes nouvelles, tu vois. Et c'est non seulement c'est des bonnes nouvelles, mais en plus, c'est des nouvelles qui, toi, en tant que founder, ont vite fait de te mettre des complexes, tu vois. Et en fait, on te sort des chiffres, alors qu'en fait, t'as aucun contexte sur les chiffres. Je suis d'accord, et je suis partagé aussi, dans le sens où moi, je fais aussi partie des gens qui aiment m'inspirer de gens. Alors, tu vois, ici, on dit des mauvaises nouvelles, pas des mauvaises nouvelles, les moments difficiles en tout cas, mais c'est sûr que. Et j'aime bien traiter les gros échecs que j'ai chez mes. Toi, t'en as pas eu encore, je te le souhaite pas d'ailleurs, mais chez mes invités. Mais ce que je veux dire, c'est que, en revanche, en fait, comme tu le dis, on en a plein la tronche, et moi, les nouvelles anxiogènes. Ouais. En fait, ça me saoule. Et tu vois, je veux dire, entendre parler, et je dis pas que j'y fais pas attention et que ça ne me concerne pas, mais entendre parler à longueur de journée de massacres, de violences policières, et tu vois, j'ai un peu le même sentiment, un peu, enfin, alors, complètement, c'est un autre degré parce que tu vois, c'est horrible ce qu'on voit à la télé, mais ce que je veux dire, le Twitter, LinkedIn, quelque part, il y a un peu ce côté, un peu info, chaîne continue. Qui moi a tendance parfois à m'angoisser, tu vois. Je suis moins d'accord que sur LinkedIn, en l'occurrence. Je trouve que on trouve moins ça. Je pense que ça dépend. Justement, il y a un côté beaucoup plus positif, quoi. Alors peut-être trop, peut-être BA de temps en temps, mais c'est pas Twitter, c'est clairement. Alors peut-être pas forcément quand les gens parlent du truc, mais je sais pas. Tu vois, genre par exemple, quand t'es pollué toutes les semaines avec tu vois, c'est la course à l'échalote, quoi. T'as les mecs qui lèvent 100 millions, 500 millions, valorisés 1 milliard, 3 milliards, 5 milliards. Et en fait, tu te retrouves à te dire, mais c'est nul ce que je suis en train de faire. Alors qu'en fait, fondamentalement, quand tu regardes, putain, c'est cool, non, mais tu vois. faut pas, moi, alors, ça, c'est une question perso, mais faut pas se comparer. C'est-à-dire, après, c'est la difficulté. Et c'est pour moi, sinon, alors, si j'étais là, moi, tu me vois en face de toi, après cet épisode, et puis tous les gars que j'ai reçus et les femmes que j'ai reçues extraordinaires ici, je serais pendu, déjà, tu vois, truc. Je crois que ça peut tenir à peu près mon poids, j'ai menti récemment. Mais, tu vois, non, mais ce que je veux dire, c'est que faut en prendre le positif, faut pas se mettre, mais tu vois, je pense que je sais que c'est parfois, je m'entends parler, donc je sais à quoi ça ressemble, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez, pour en avoir discuté un peu avec quelques founders, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu partagé par moment, mais t'as raison, faut pas le prendre comme ça, et c'est pour ça, faut mettre un peu de distance, tu vois, je vais un peu moins sur Twitter, parce que je sais que parfois, quand t'es dans un mauvais mood parce qu'il se passe un truc dans ta boîte et que tu vois des trucs qui se passent à côté, t'as forcément ce genre de réactions spontanées qui sont pas forcément raisonnées d'ailleurs, hein, donc voilà. Mais tu vois, en fait, et c'est là où je te disais en intro que je travaillais beaucoup le comment. Parce qu'en fait, le pourquoi c'est très intéressant, mais c'est très personnel, et puis ça peut être inspirant, évidemment. Et nous, on cherche le pourquoi chez beaucoup de nos clients, chez nous, etc. Mais sur Génération Do It Yourself, moi, aujourd'hui, j'ai appris vraiment plein de trucs, tu vois. Sur ta spécialité, sur pas que comment tu l'as monté, etc. Mais aussi, j'ai appris plein de choses sur
le backbone, enfin la colonne vertébrale de Livestorm, mais aussi des boîtes qui produisent des contenus vidéo et voilà, que les coûts n'étaient pas forcément si faramineux techno typiquement, mais surtout aussi comment créer les data que vous mettez en avant pour créer des bons contenus vidéo en live webinaire. Ça m'inspire pour me dire tiens, tu vois, enfin je me disais en t'écoutant, je me projetais en me disant est-ce que c'est à Tim chez moi ou à Laurent d'animer ce truc, est-ce que je pourrais pas en faire un avec la team dev tous les mois, puis un tous les mois, donc un par semaine, mais un avec la team marketing et un autre avec la team conseil, et tu vois, enfin je veux dire, ça me nourrit intellectuellement et créativement, et donc c'est pour ça aussi que j'essaie de faire tout ça, parce que je pense que c'est la bonne démarche, effectivement. Faut le prendre comme ça quand tu vois des trucs qui marchent bien ou des trucs qui ont l'air d'être cool. Enfin. Mais c'est là où tu vois, après j'entends hein, et je vois aussi beaucoup d'invités qui me disent enfin certains en tout cas qui me disent moi je lis pas de bouquins business, ça me saoule, etc. Tu vois, mais et je le comprends, et souvent ils ont réussi autrement et potentiellement en lisant Maupassant. Moi aussi je lis Maupassant de temps en temps, tu vois, mais tant mieux, il faut aussi, mais voilà, je défends mon beefsteak un peu. J'ai l'impression que vous avez beaucoup exécuté, vous êtes allé très vite sur plein de choses, vous êtes des machines là-dessus. À quel niveau tu places la réflexion, l'exécution, comment est-ce que vous êtes quand même des gros penseurs parmi vous quatre? Ça dépend de ce que tu mets derrière gros penseur, mais Rodin. Ouais, oula. Je pense que ouais, mais c'est peut-être un peu le truc qui nous fait défaut, c'est que on est vraiment chiant en fait. En fait, on aime bien quand les choses sont bien faites, tu vois. Et chiant pas dans le sens où on met la pression sur les gens, chiant parce qu'on aime bien les détails, tu vois. C'est les détails qui comptent. Tu vois, je viens du produit, mon associé vient du produit, et on est tous les deux comme ça. Même Tom qui est CTO, ou Vincent, tu vois, ces mecs sont techniques, mais ils ont fait du design avant, et pour eux ça leur tient à cœur, tu vois. Et putain, c'est vrai qu'on est attentif à ça, et je sais que parfois ça gonfle nos équipes parce qu'on est vraiment à cheval sur plein de trucs, et parfois voilà. Mais au final, je trouve que c'est ça qui fait un peu la diff, quoi. Et en fait, il faut, tu vois, un peu l'équilibre, tu vois. Le détail c'est cool, mais parfois il faut lâcher prise et se dire, ok, au pire on fera une itération, 2 itérations et on polish le truc, quoi. Ouais, mais le détail dans vos métiers et dans les miens hein, d'ailleurs, mais c'est cool, mais c'est même indispensable, parce qu'en fait c'est ce qui fait que tu as 200 appels en moins sur le service client dans la journée. Enfin, exactement. C'est ce genre de choses, quoi. Mais tu vois, si tu prends ton exemple, le podcast, en vrai, enfin, si tu le fais bien, si tu es attentif aux détails, à la couverture, à la jaquette, au son, au ton, bah tout de suite tu es dans un milieu où il y a beaucoup de podcasts. Il y a beaucoup de podcasts sur Spotify, mais ceux qui vont se détacher, c'est ceux qui font attention à ces détails-là et qui font le truc bien, où c'est agréable à suivre, tu vois. Et là tu touches évidemment mon truc, et c'est très complexe parce qu'à la fois moi j'ai envie de travailler quand on passe ces messages, typiquement moi j'ai une grosse rigueur sur le direct, mais que tu connais du coup par le webinaire. C'est-à-dire que je me dis je cherche à progresser sur le live en tant qu'animateur, producteur, tout ce que tu veux, plutôt que de progresser sur le montage et le détail ultime où en fait tu fais des cuts pour à la fin avoir un truc parfait, qui en fait souvent, tu l'as dit d'ailleurs, ce qui marche pas dans les trucs, mais un peu insipide ou manque de caractère, etc. Et ça, beaucoup de gens le voient pas exactement comme ça. Donc, tu vois, ce côté très start-up aussi de done is better than perfect, c'est aujourd'hui un truc où j'ai réalisé que je devais être à 600, 700 heures de podcast enregistrés. Que normalement on dit que tu deviens un des masters mondiaux au bout de 10 000, tu vois, je suis à 6-7% en 4 ans, je me dis j'ai encore un peu de temps, tu vois. Mais voilà, mais il y a aussi ça, hein, puis le travail, la répétition. Bien sûr. Écoute, c'est passionnant. T'aurais quand même un bouquin à me recommander peu importe, ça peut être oui, hein, si tu veux. J'aime bien oui. Ouais. Non, moi, je sais pas, j'ai un bouquin que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas un bouquin de business, donc navré, mais... Ah non, je t'ai pas demandé un bouquin business. Donc ok, très bien. Désolé. Moi, il y a un bouquin que j'aime beaucoup, qui a vraiment bercé mes années lycée, début université. C'était les Variations énigmatiques de Eric Emmanuel Schmitt. Ok. Voilà, c'est une pièce de théâtre, c'est juste 2 personnes qui discutent. Et je me souviens plus trop de l'histoire encore, tu vois, je sais que ça m'a laissé en tout cas une impression incroyable, ce truc.
Et en fait, c'est la philosophie mise en bouteille dans du théâtre, donc c'est du théâtre philosophique, mais avec quelque chose qui est très simple de premier abord. C'est vraiment une discussion entre deux personnes, c'est une histoire d'amour en l'occurrence, parce qu'il y a ce personnage qui est une femme qu'on ne voit jamais, mais ils en discutent en permanence, parce que je crois que les deux sont amoureux de la même femme. Et on s'emmerde pas, c'est assez court, on s'emmerde pas, et on en ressort en se posant plein de questions. Et je trouve j'ai toujours adoré ce qu'il a fait en théâtre. Donc voilà. C'est noté, ce sera dans les commentaires de l'épisode. Bon, donc t'es moins sur Twitter, moins sur LinkedIn, mais on peut quand même t'ajouter sur Twitter et sur LinkedIn. Et bien sûr, aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des DM aussi sur LinkedIn. Je me fais un plaisir de répondre quand j'ai un peu de temps et voilà quoi. Très bien. C'est là où on peut te suivre et te contacter le plus facilement. Ouais, LinkedIn c'est encore le mieux. Ouais. Twitter, je regarde pas trop les DM, mais je pose. Honnêtement, je suis un peu chiant sur Twitter parce que je reposte quand même pas mal de choses de la boîte. Donc voilà. Ouais. Ok. Donc on tape Gilles Berthaud, BERT. AUX. Et non Gilberto Gilles. Sinon, vous allez me voir faire de la samba, c'est pas cool. Un de mes meilleurs potes s'appelle Berthaud, mais c'était HAUD, tu vois. Donc, si tu avais l'occasion de te murmurer, Gilles, un petit truc à ton oreille, je sais pas moi, à la sortie de l'éthique, te dire quelque chose, qu'est-ce que tu te dirais? Le premier truc, je me dirais, t'inquiète, ça va bien se passer. Première chose. Donc, ça a été stressé? Ah, mais je suis quelqu'un d'anxieux vraiment. Et je sais que ça se ressent pas parce que c'est cette faculté. Ma copine me dit que je suis un taiseux et c'est cette faculté à internaliser les choses et à pas le communiquer du tout. Mais ouais, je pense que j'ai ce stress. Mais après, c'est du bon stress. C'est ce qui nous rend prudents, c'est ce qui nous rend réfléchis et pas non plus complètement foufou. Ça te stressait de venir ici? Ça me stressait, très honnêtement, un peu moins. Parce que je connaissais un peu le ton. Donc ça c'est cool. Et j'aime bien ce genre de ton, donc ça me plaît. J'ai vu, t'as l'air à l'aise, c'est pour ça que ça m'aurait étonné. Mais... Okay. Et puis parce que je commence à prendre un peu l'habitude de l'exercice, de faire un peu de podcast, j'en ai fait quelques-uns, donc j'aime bien ça, et voilà. Et le deuxième truc que je me murmurais, c'était, je pense que ce serait prendre le temps de kiffer un peu plus, en vrai, surtout au début. Parce que le début, t'as cette liberté de construire, de penser ton business, de construire des features, de faire la conception, t'as un peu le temps, t'as pas encore beaucoup de clients, donc t'es pas dépendant d'eux. Enfin, prends le temps de kiffer ce moment-là, et puis prends le temps de kiffer aussi avec les gens avec qui tu bosses, que ce soit tes associés ou ta partenaire ou ton partenaire. Kiffer, ça veut pas dire forcément faire moins, ça veut dire c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est vraiment tu... Relax. Ouais, relax. Tu sais que, si je savais que ça allait prendre les proportions que ça a pris, je pense que j'aurais peut-être plus passé de temps sur certaines choses, certains sujets qui me fait kiffer. Tu vois, genre par exemple, typiquement le SaaScast, le truc que je faisais au tout début, j'ai vraiment adoré faire. Je l'aurais peut-être continué, j'aurais fait peut-être plus longtemps. Peut-être qu'on aurait pensé certaines features un peu plus en profondeur. On aurait pris des décisions peut-être un peu plus éduquées si on avait réfléchi. Et puis je pense qu'on aurait aussi passer plus de temps encore ensemble que ce qu'on a fait. On a passé quand même beaucoup de temps ensemble, je veux dire en dehors du taf, j'entends. Et je pense qu'on devrait le faire encore plus. On aurait dû faire encore plus parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on a tous nos responsabilités, nos équipes, machin, on est plus distants, on a déménagé, on se voit encore beaucoup et là on va se voir à Barcelone, donc c'est cool. Mais tu me vois lever les yeux au ciel parce que là j'ai piqué une gentille gueulante avec mes associés cette semaine parce il se trouve qu'on a vendu une boîte et que je signe le truc. J'ai petit truc d'hospitalisation d'un de mes proches dans la journée, donc je rentre tard, je signe très tard. Dans la nuit, j'envoie un WhatsApp à mes associés en disant hey, j'ai vendu une boîte, j'ai vendu la boîte, machin, etc. Je suis très content. Et là, je reçois un petit bravo avec l'émoticône cotillon. Puis le lendemain, je me réveille, puis rien d'autre, tu vois. Puis là, au bout de quelques heures, je me dis, tu sais, j'étais quand même un peu excité par la nouvelle, etc. Puis j'ai dit non, mais les gars, on a vendu une boîte quand même, quoi. Si on cool, ne célèbre pas ce machin, alors bien du sûr. Coup, et c'est ce que tu dis, tu vois, là, on va se voir à Bordeaux dans le nouveau bureau, on va dîner chez Etchebest, je crois, qui est là-bas, on va se faire un étoilé, un beau truc, j'aurais dit, on célèbre les gars, bordel. Bien sûr. Parce que si même ces choses-là, tu les célèbres plus et que tu passes à côté, en fait, ça n'a aucun sens. Je pense que c'est un des trucs qui est important sur lequel il faut pas qu'on perde. Enfin, je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, tu vois. Enfin, je suis pas alarmiste du tout. Enfin, des moments, parfois on rigole, mais comme des benets où on sait ce que l'autre pense, on se regarde et on se marre, tu vois, donc on a vraiment cette connexion et c'est cool. Mais je pense qu'il faut absolument pas qu'on perde ça de vue. Ça, c'est vraiment important. Et je pense que même les gens avec qui on bosse, ils ont besoin de voir que, ouais, les mecs se parlent, quoi. Et ils sont ensemble. Ouais, il faut
bien se traiter, quoi. Treat yourself. Hein, Exactement. Écoute, super. Je renote, mais je trouve ça très bien parce que tu sais, de temps en temps, on va me dire, t'as plein de machines. J'ai eu beaucoup d'autodidactes récemment. Je suis très content de ça. J'ai eu et je suis content de voir aussi que des écoles comme Ethic sortent d'aussi beaux projets. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres. Il y en a une très belle boîte aussi qui s'appelle Strapi. Ouais. C'est un sujet tech, hein, mais comment je pourrais l'expliquer rapidement? Désolé Pierre, je vais te défoncer ton pitch, je suis navré. C'est un CMS en mode API, simplement. D'accord. Donc on appelle ça un headless CMS. Donc ceux qui ne comprennent pas n'ont rien compris. Exactement. Mais, voilà. Donc c'est un moyen de faire un site internet, quoi. Exactement. C'est comme si vous aviez WordPress, mais en mode API, et c'est open source. Et ils sont en train de tout déchirer sur le marché. Et ils ont des investisseurs incroyables et des clients incroyables. Donc voilà, encore une très belle boîte. Ouais, on va en reparler. Cool, n'oubliez pas, donc bravo Ethic, bravo Fred Sterley pour la suite qui a repris tout ça. Et n'oubliez pas que vous avez un code promo qui va marcher. Exactement. J'envoie ça après. T'avoir tordu le bras. Ah ouais, tu nous diras ce que je mettrai dans les commentaires de l'épisode, ce que ça donnera. Et merci, t'as tout dit. On a fait un bon tour là, je crois. Bah, franchement, on a fait un bon tour. Hein. On a fait un petit épisode parce que t'es plus jeune, donc t'as moins de recul, quoi. Mais t'es parisien d'ailleurs, toi non. Ah bah attends, rajoute une heure. Non, à la base, alors je suis né à Amiens et en fait après j'ai un peu bourlingué avec mes parents. Brésil. Donc j'ai fait 6 ans, exactement. J'ai fait 6 ans en Mauritanie en l'occurrence, en Afrique de l'Ouest, et ensuite 6 ans au Brésil. Et après j'ai fait mon bac à la Réunion et après j'ai fait mes études à Montreux, Bordeaux, Nantes et Paris. Voilà. Militaire, EDF. Prof expatrié. Donc de toute façon c'était soit l'un soit l'autre. Hein, donc voilà. Ok. Passionnant toute cette aventure. Peut-être que c'est aussi là d'où deviennent tes inspirations pour ces projets à distance aussi. C'est ce que je me dis parfois. Parfois, j'essaie de me faire un peu psychologie de comptoir et m'auto-psychanalyser. Ça se trouve, on va dire ça vient de là. Et pourquoi pas, après tout, ça serait pas con. Livestorm.co. Parce que le .com était pris. Non, le .com, il est racheté. Il a coûté une blinde, mais il est racheté. Combien En vrai, je sais, je trouve que c'est genre 10 000 balles. 10 000, ça va. Oui, ça va. Enfin, au moment où on l'a racheté, ça faisait cher quand même. Parce qu'on n'avait pas tous les fonds qu'on a aujourd'hui, mais voilà quoi. Non, 10 000, ça va. Mais à la fois, c'est un long nom, mais c'est un beau nom. Ok, Livestorm, voilà. Merci Gilberto, on te suit partout. Merci à toi. Merci à vous, j'en rajoute pas plus. J'ai essayé de pas reprendre tous les clichés. Le bingo, le fameux bingo de Génération de Turcel, j'en ai fait, j'ai trop parlé, je sais. Bon, voilà, tout ça. Mais quand même, je le dis, je vous embrasse, je vous remercie. Vous n'êtes pas du tout assez à poser des notes sur Apple Podcast. C'est vraiment important. Faites-le tous d'un coup maintenant. Je le dis à chaque fois. Mais c'est quoi le gimmick? C'est 5 étoiles? Ouais, 5 étoiles et un commentaire en plus. Et en fait, quand tout le monde le fait d'un coup, ça te fait remonter big time dans les classements. Je l'ai remarqué récemment parce que j'ai un deuxième podcast qui s'appelle La Martingale que je vous recommande, que vous pouvez noter aussi au passage, soyons fous. Mais et en fait, récemment, La Martingale a pris un gros coup de boost et est rentré dans le top 20 Apple des podcasts français. C'est vrai que je l'ai vu passer. Ouais. Et pour autant, il fait toujours beaucoup moins d'audience, et même sur ces jours-là, beaucoup moins d'audience que Génération Do It Yourself. Donc, c'est pas du tout une question de volume d'audience, c'est une question de traction d'un seul coup. Donc voilà, il faut tous le faire en même temps, et il faut vraiment le faire. Et derrière, c'est quoi? Derrière, c'est plus de succès, plus de revenus, plus de glouglou, plus de miam-miam? Non, mon objectif avec ça, c'est une bonne question. Merci. J'ai une envie de faire 1 million d'écoutes par mois parce que c'est tu vois, c'est un cool target, voilà, un milestone, donc voilà. Donc j'en suis à peu près à la moitié. Et en fait, j'ai aussi envie de pouvoir, tu vois, me faire plaisir, avoir des invités comme toi qui sont Gilles Berthaud de Livestorm, entrepreneur avec qui j'apprends plein de choses, et puis des gens random et puis des gens totalement connus, je sais pas, peut-être un Zizou ou un Mbappé, et puis tu vois des tas de gens dans plein de secteurs qui sont les leurs, qui vont apprendre plein de choses. Et dans cet univers de la tech, j'y arrive assez facilement parce qu'en effet, je suis bien marqué là-dessus. Dans des univers du sport, j'y viens petit à petit, etc. Mais voilà, il faut sport, art. Dans l'art, tu vois, je galère un peu plus à avoir du monde parce que les artistes souvent aiment pas se mélanger avec les sportifs et les entrepreneurs parce que c'est un peu sale entre guillemets, tu vois. Et donc ils vont plutôt dans d'autres types. Et il faut que je réussisse à intégrer plus d'artistes aussi là-dessus. Tu as des acteurs? Des acteurs, il y en a. J'adore
j'adorais avoir Virginie Fira, j'adorais avoir Jean Dujardin. Virginie Fira, fantastique, tu sais que c'est quand même une femme qui est belge d'origine, qui faisait vraiment des petites télés de Belgique, qui avait un parcours, qui devient actrice incroyable, tu vois. Une trajectoire comme ça. Ouais. Et c'est jamais un hasard. Tout ça, c'est jamais un hasard. À chaque épisode, tu vois qu'il y a toujours beaucoup de travail sur plein de choses. Il y a pas une personne sur les 200 épisodes que j'ai tournés de Génération Do It Yourself, tu te dis il a vraiment eu de la chance, hein, tu vois, vraiment truc de ouf, tu vois. Non, tu vois, il y a toujours une obsession, un travail sur un truc, un travail sur plein de trucs en simultané. Donc ça, c'est un bon truc. Et les moyens, après, tu vois, je fais du business autour de ça, mais les moyens et les revenus sont importants parce que ça permet justement de produire mieux, de faire plus de choses, de rajouter de la vidéo, d'avoir des équipes autour, de créer de l'emploi. C'est un cercle vertueux. Ouais, exactement. Ce qui est vachement cool, d'avoir des gens brillants autour de toi, Zoé, Caro, Juliette. Beaucoup. Voilà. Ça marche. Merci, Gilles. Merci à toi. Pour tout, et merci à vous tous. Voilà, un podcast court en plus aujourd'hui, moins de 2 heures, fantastique. Magnifique. Allez, salut. Salut. À plus. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.